Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores, toujours en mon compagnie, moi, Mathieu, votre animateur. Et je suis toujours avec mon fidèle compagnon, Max. Comment ça va cette semaine, Max? Ça va bien et toi, Mathieu? Écoute, ça va bien. Je te dirais que comme les semaines précédentes, je commence à trouver le temps long. Parce que je suis au chômage, j'ai déjà mentionné, mais je dirais que ces temps-ci, le temps pèse plus sur moi. Je veux dire, ça fait un certain temps. À un moment donné, c'est drôle, je sais pas comment, c'est drôle à dire, mais c'est le fun de travailler. Mais toi, là, ce que tu devrais faire, là, c'est retourner à l'école. Je pense que c'est ça que t'as besoin. Hein. Pourquoi je retourne à l'école? Pourquoi tout le monde me dit ça, bordel de merde? Parce que tu fais pas ce que t'aimes. Oui, j'aime ce que j'aime. Je veux être animateur de radio, bordel de merde. Ah oui, c'est vrai, t'as des cours là. J'ai un diplôme pour être animateur de radio. Si je veux être animateur de radio, c'est juste que... Prends des études en économie, crée ta radio. Tabarnouche. Ouais, il y a d'autres directions possibles, mais non, regarde, je pense à mon avenir ces temps-ci, mais bref, c'est pas le sujet du podcast. Non? Je tiens à le préciser. Et cette semaine, on critique un film de monétaire. Un film monétaire, c'est une bonne transition. Merci. C'est un film qui date de quand même quelques années. Mais on s'est dit, pour une fois, on n'avait pas fait un gros film qui vient de sortir. De toute façon, on n'a plus de crise de scène. Entre autres. Sacrément, vous l'écoutez cher, puis vous l'écoutez pas. Ouais, c'est ça. Donnez-nous de l'argent à pitié. Là. Bref, on critique The Big Short, la casse du siècle. Et un film qui ne met pas en vedette Jesse Anctil. Voilà! C'est dit, vous l'avez entendu dans notre podcast, c'est dit. Alors, en plus, on va parler aussi de pas mal de Disney, mais sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les chroniques. Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques, et là, on va parler de ce qu'on a vu et écouté. Et pour faire changement à la tradition de te laisser commencer, vu que tu as moins de stock à dire. Oui, ça risque d'être long après. J'ai écouté qu'un seul film, en fait. J'ai écouté Logan. Logan qu'on a critiqué et qui s'est ramassé quand même haut dans mon palmarès dans le passé. Il était-tu premier? Je me souviens pas, mais il était vraiment haut. Premier ou deuxième, il faudrait que je vérifie, mais il était vraiment haut. Un bijou du cinéma. C'est dans les meilleurs films qui sont sortis en 2010 puis 2020. Là. Je sais qu'il reste encore comme un an, là, mais on s'entend. Là. Je trouve vraiment que ça a été vraiment un des meilleurs films qu'on a eu le droit. Autant, c'était presque aussi bon qu'un The Dark Knight. Un petit bijou, Hugh Jackman, qui se donne vraiment à fond jusqu'à la fin. Pendant que Hugh Jackman, il a annoncé qu'il ferait une méga annonce ce samedi. Il y a personne qui sait c'est quoi. Là, les rumeurs vont bon train. Il va reprendre Wolverine. Il va joindre le DC parce qu'il a même dit qu'il était ouvert à avoir un rôle dans DC. Fait que je sais pas. Il a dit en entrevue la semaine dernière que les gens étaient pas prêts pour un crossover entre Deadpool et Wolverine. Ce qui est complètement faux. Je trouve ça très drôle. Mais... juste lui qui dit ça. Là. Mais reste qu'il a dit il a dit aussi que Wolverine allait revenir bientôt dans les films, mais que ce sera pas lui. Ouais, ben c'était sûr. Là. Il a dit que lui avait fait sa job puis qu'il était temps de passer le flambeau à un autre acteur. Mais qui était pas contre de faire un autre personnage de Marvel ou de DC. Ben, ça pourrait être cool. J'aimerais ça, le voir faire autre chose. Moi aussi, écoute, c'est un acteur qui est tellement excellent. C'est un acteur 5 étoiles. Là. Moi, j'adore la plupart de ses films. Il est tellement bon. Là. Il fait autant du sérieux que du comique. Il est solide. Il est solide. C'est un très bon acteur. Puis c'est un bijou, ce film-là, en plus, Logan. C'est drôle que tu en parles parce que j'ai écouté le combat final du film la semaine dernière. Je suis tombé là-dessus, version Blu-ray sur YouTube. Puis j'ai écouté la scène. Puis j'étais comme... c'est tellement bon. Ouais, je pense qu'en plus, sur Blu-ray, il y a une version noir et blanche. J'imagine que le film doit être encore plus écœurant en noir et blanc. Ça va être quelque chose, effectivement. Fait que c'est pas mal tout ce que j'ai vu, Matt. Je vais aller de mon côté. D'abord, j'ai écouté un film que... Moi, je suis allé au cinéma, sans Max, pour une fois. Sans me le dire. C'est décidé à toute dernière minute. Je sais que tu as voulu voir ce film-là. Ouais, que tu veux toujours le voir. Qui est Ralph brise l'Internet, ou Ralph 2.0 en France, ou Ralph 2.0 aux États-Unis. On est les seuls qui ont changé le titre ici. C'est Wreck-It Ralph 2, non? C'est Wreck-It Ralph 2.0, le film. Ah ouais? Puis au Québec, c'est Ralph brise l'Internet. Parce que, tu sais, nous, on aime ça mettre des titres stylés. Fallait le graduation American Pie, tu sais. Ouais, je sais bien. Oui, ou Hangover, lendemain de veille. Ah non, c'est pire en France, c'est Very Bad Trip. Pas le lien. Ouais. Bref, j'ai écouté la suite du premier Ralph, qui est un film d'animation de Disney. Le premier, j'avais beaucoup aimé. Ça venait chercher ma nostalgie des arcades, des jeux vidéo, tout ça. Puis ça me faisait découvrir aussi quelques personnages que je connaissais pas, dont Ralph. Entre autres, que c'était pas un personnage que je connaissais de l'univers des jeux vidéo. Ça n'en est pas un. C'est pas un vrai jeu? Wreck-It Ralph? Parce que dans le film, dans le premier, ils mettent en scène que c'est un vieux jeu. Non, c'est pas... non. C'est pas un vrai jeu, mais c'est tous les autres jeux qui sont dans l'arcade qui existent pour vrai. Oui.
Mais lui, il a été créé pour le film. Ah, ça, je l'ignorais. Bon. Mais c'est cool pareil. Regarde, tu y as cru, ça a marché. Ouais, voilà. Et le deuxième, il est excellent. Il pousse encore plus loin le concept parce que cette fois-ci, Ralph et j'ai oublié le nom de la petite fille qui le suit, qui est sa meilleure amie, celle qui était dans le jeu de course de bonbons, doivent aller sur Internet parce que l'arcade de la petite fille est brisée. Ils doivent récupérer un volant, donc ils décident d'aller sur Internet parce qu'étant donné que le film commence, le Wi-Fi est installé dans l'arcade, ils partent sur Internet à travers cet univers-là pour trouver un volant pour le ramener à cette arcade-là. Et en même temps, ils vont découvrir l'univers de Internet, donc tout ce qui est eBay, Google, Amazon, les pop-up. Aucun pour le placement de produits. Là. Ah, écoute, il y en a, tu regardes, il y en a tellement. C'est un peu comme. Emoji. Pas Emoji, mais le film qu'on a écouté c'était le film, voyons. Ready Player One? Ouais, Ready Player One, mais c'est dans mes pensées. Il y a tellement de choses dans ce film-là qu'on n'était pas capable de toutes les voir maintenant. C'est le même principe dans Ralph. Il y a tellement de stock. Des fois, tu te perds à regarder juste les décors, les personnages, tout ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je l'ai vu en 3D, puis ça valait vraiment le détour pour ce film-là. Les dessins sont très beaux. L'histoire est très bonne. Et même, je dirais qu'à un certain point, il est meilleur que le premier. Même si le premier reste assez unique en soi. Et aussi, deux petites choses que je veux mentionner que je trouve que c'est la preuve que Disney peuvent tout se permettre. De un, dans l'univers d'Internet, évidemment, ils en ont profité. À un moment donné, ils vont à Disneyland sur Internet et l'univers Disney sur Internet et ils croisent plein de personnages de l'univers de Disney. Et je ne savais pas en l'écoutant là, mais je l'ai vérifié après. Toutes les voix qu'on entend, c'est les acteurs originaux qui le fait. Fait qu'à un moment donné, mettons, la petite fille se retrouve dans une salle avec toutes les princesses de Disney. De tous les films de Disney sont toutes là. Et chaque actrice a repris sa voix pour cette scène-là. Il y a même des actrices qui n'avaient pas fait leur voix depuis les années 80-90 qui l'ont repris pour ce film-là. Moi, je trouve ça phénoménal. Et aussi, il y a en plus des princesses qu'on voit, on peut voir des personnages de Pixar et de Star Wars et même de Marvel. Et tous ces personnages-là, c'est les mêmes voix qui sont repris. Donc, entre autres, je ne spoil rien, mais tu as Vin Diesel qui fait une voix dans Ralph. Ah, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, ok, tu m'intrigues. Je trouve ça vraiment drôle. Mais il reste, le film, j'ai trouvé vraiment bon. Et touchant. Il y a un moment à la fin du film que, écoute, c'est venu me chercher des émotions. Je trouvais que, même si c'était. Généralement, c'est les films de Pixar qui viennent me chercher de même, mais ce film-là est venu me chercher des émotions. Je trouvais que l'enjeu était bon. Ce que les personnages véhiculaient en termes d'émotions, de besoins, je trouvais ça profond. Et j'aime beaucoup le personnage de Ralph. Il est très attachant. Et je sais pas si c'est parce que c'est doublé par un humoriste québécois que ça le rend plus humain, mais au Québec, c'est doublé par Philippe Laprise. C'est lui qui fait la voix de Ralph. Il le faisait aussi dans le premier. Et je trouve qu'on oublie que c'est lui qui fait la voix, mais en même temps, ça rend une voix vraiment plus humaine dans la mesure que les doubleurs, oui, ils sont bons pour faire leur voix, mais quand on prend quelqu'un qui n'est pas habitué de faire du doublage, pour faire du doublage, ça ajoute un style particulier. Ça marche pas tout le temps. Je me rappelle la fois qu'ils ont pris Martin Matt dans Zootopia. On reconnaissait que c'était Martin Matt. Ah ouais, on le savait en estime. Mais quand tu écoutes Ralph, dans le film de Ralph, t'oublies que c'est Philippe Laprise qui parle. Ouais, parce que dans le premier, c'était ça aussi. Oui. Au début, t'as comme une petite adaptation. C'est pas comme Garfield avec Patrick Huard. Ah, c'est ça, tu le sais. Tout le long, tu vois Patrick Huard. Là. C'est assez effrayant. Mais reste que c'est un bon film, je vous le recommande. J'écoute pas beaucoup de films d'animation, mais celui-ci en valait amplement le détour. Aussi, 3 séries que je veux mentionner. Justify en premier, Justifié en français. J'ai quasiment fini la saison 2. Je voulais juste mentionner pour ceux qui se posaient des questions, savoir si la série valait la peine d'être écoutée. Elle est vraiment très bonne. Puis des fois, c'est en changeant de saison, des fois on perd de la qualité. Dans ce cas-ci, ça se maintient, c'est même très bon. Puis il y a un acteur là-dedans que j'aime beaucoup parce que ces temps-ci, il fait beaucoup de rôles de méchants. Entre autres, il faisait un des méchants dans le dernier Ant-Man. C'est l'espèce de mafioso. Il a les cheveux noirs frisés un peu. Puis il fait aussi le méchant dans Tomb Raider. C'est lui qui fait le méchant dans Tomb Raider. Ah, ok, ouais. C'est de qui je parle. Puis il s'est fait connaître dans cette série-là. Il jouait dans Predator aussi. Oui, il joue dans Predator aussi. Puis il se fait découvrir dans cette série-là que je vous parle. Et dans cette série-là, justement, il fait un méchant. Puis je le trouve bon. C'est lui qui fait le méchant dans Ant-Man aussi. Ouais, c'est ça, je te dis. Ok, je veux juste puis j'aime cet acteur-là. Je trouve qu'il a tellement une gueule de méchant. Ah ouais. Puis il est bon là-dedans. Tu vois comme le gars là, qui joue dans Ready Player One aussi, là, qui fait le méchant dans Ready Player One. Tu sais, qui joue le méchant aussi dans Rogue One. Ouais. Il a une face de gars méchant.
Ou c'est qui Christopher Waltz aussi, qui est une gueule de méchant. Ouais, Christopher Waltz, il fait souvent des méchants. Inglourious Bastard, puis Spectre. Ouais, il a commencé sa carrière un peu là-dedans, là. Si tu regardes ses premiers films, qui étaient des films allemands, mais reste qu'il faisait souvent des gars, genre des mafiosos, des trucs comme ça. Parce que tu regardes sa gueule, puis son charisme, il l'a. Puis il y a des acteurs qui sont de même, puis des fois, c'est difficile pour eux de faire d'autres rôles parce qu'on les imagine juste là-dedans. Puis même l'opposé. J'avais écouté un film il y a un certain temps déjà. C'est un des derniers films de Bruce Willis. Puis il avait décidé de faire un concept intéressant. C'était Bruce Willis, le méchant. C'était un chef mafioso. Puis sa mafia s'est attaqué, tout ça. Puis il essaie de faire le méchant, mais j'étais pas capable de le voir en méchant parce que Bruce Willis, pour moi, c'est toujours le héros qu'on pouvait pas battre, qui était vraiment un badass. Puis là-dedans, il l'avait mis comme le chef mafieux, un peu sombre, là, puis qui n'hésite pas à tuer n'importe qui. Puis là, j'ai pas réussi à accrocher sur le film parce que j'étais pas capable. Bruce Willis, il a pas la gueule d'être un méchant. Il y a des acteurs comme ça. Bref, la série vaut vraiment la peine. C'est vraiment un beau bijou de série américaine que j'avais passé sous le radar, que je viens de découvrir. Excellent. Aussi, la série Titan, qui est rendue à 6 épisodes. J'ai vu beaucoup de critiques assez variées sur la série sur Internet. Je me permets ici de mettre un peu mon opinion. Autant que je suis un grand fan de tout ce qui est comique, autant j'adore beaucoup les séries de super-héros. Mais il y en a certaines que je dois dire que leur qualité n'est pas super bonne. Mais Titan, c'est dans ceux que je trouve qui sont les meilleurs. Même si Je pensais là, que t'allais être bad guy pour une fois, man. C'est très drôle. Asti que je suis déçu. J'aurais voulu que tu fasses c'était mauvais, là. Mais il y a beaucoup de défauts à cette série-là, je l'accorde. Mais reste que cette série-là est vraiment d'une qualité vraiment supérieure aux séries DC actuelles. T'as assez Flash, t'as pas été capable. Il existe Arrow, Supergirl, etc. Il y en a plusieurs. Et il y a Batwoman qui devrait s'en venir bientôt. Et ils ont tous un peu son costume qui est vraiment beau. Ouais, son costume est très beau. Et ils ont tous à peu près les mêmes défauts. Même si Supergirl, je dirais qu'il y en a un peu plus que les autres. Mais ça, je suis parti pour un débat là-dessus. Reste qu'ils ont plus ou moins les mêmes défauts que Titan a pas. Et Titan va vraiment un peu dans le même style qu'ici, comme Daredevil. Une série beaucoup plus humaine, plus sombre, avec des enjeux plus terre à terre. Batman. Hein? Fuck Batman. Ouais, ben, la série commence avec ça pour frapper l'imaginaire. C'est un peu le but recherché. Puis la série, c'est sur les Titans, oui, mais c'est surtout sur Robin qui se cherche. Parce que peu de temps avant la série, il a quitté Batman puis il a décidé de partir tout seul de son côté. J'avais pas lu que Batman ferait une apparition aussi dans la série à un moment donné. Je sais pas s'ils peuvent pas s'en servir ou pas, mais dans la mesure que dans la série, on le voit juste de loin ou de dos. Mais des fois, il parle, mais on le voit pas. Ok, mais on le voit, genre, tu peux voir comme un Batman en haut d'un building, avec la lumière, les éclairs qui flashent. Non! Tu vois pas son costume, tu vois par contre la Batcave et la Batmobile, mais tu vois pas Batman, malheureusement. Ça, c'est gossant, hein? Chris Superman, ils l'ont compris, ils l'ont mis. Ouais, mais Batman, c'est pareil, c'est un des plus durs. Même pour la série Gotham, il y a beaucoup de restrictions. Ils peuvent pas l'appeler Batman dans la série Gotham. Ni le Joker. Le Joker peut pas s'appeler Joker dans la série Gotham parce que c'est réservé au cinéma. Ouais, mais là, c'est le même personnage. Ouais, je sais, mais il nomme pas. Il l'appelle Jérôme. Mais ils vont peut-être les appeler de même à la fin, là, dans l'épisode, mettons. Là. Ça pourrait, un peu comme dans Smallville, qu'à toute fin, c'est là qu'il se déclare Superman puis il met le costume. Ouais, 10 saisons, tabarnak. Et les fans y avaient hâte, là, c'est sûr. Puis, tu me fais permettre de faire une petite parenthèse vraiment intéressante. Stephen Amell, lui qui fait Green Arrow dans la série Arrow, a mis des images du crossover qui s'en vient. Ah ouais, ça y fait pas bien, hein? Entre autres, ça va pas super bien d'être Flash, mais les images qui sont sorties, on voit qu'il est à la ferme dans Smallville de Clark Kent, et dans une des images, il est en réunion avec l'acteur qui faisait Clark Kent, puis lui qui faisait Lex Luthor dans Smallville. Il est en réunion avec ces deux-là, puis ils ont des scripts dans les mains. Donc il y en a qui disent que dans le crossover, on va se retrouver sur la Terre de la série Smallville, et on va revoir entre autres Superman et Lex Luthor, et entre autres dans les images, on peut voir la ferme de la série Smallville, qui est emblématique parce qu'on l'a voyé dans quasiment tous les épisodes de Smallville. Et tu me donnes la chance de faire un lien. John Cryer, qui a été... c'est lui qui va faire Lex Luthor. Ok, là, je te vois dans ta face. Non, je sais de qui tu parles, Le gars de Two and a Half Men, ou ouais, mon oncle Charlie. Était, je suis juste curieux de voir la série à cause de lui, en méchant, genre. C'est une série qui se prend au sérieux, fait il fera pas des jokes, là. Non, c'est sûr. Ben, et les acteurs sont surprenants, hein, je veux dire. Absolument. Je pense, pour vrai, mon intérêt est un peu plus grand depuis que lui va être dedans. Mais il n'écoutera pas pareil. Ben, écoute, je suis de plus en plus tenté à l'écouter parce que pareil, les dernières saisons sont excellentes de Supergirl. Mais Lex Luthor, ça reste un de mes méchants préférés. Puis je l'avais beaucoup aimé dans Smallville. Puis j'aimerais ça le revoir, ce méchant-là, dans une qualité vraiment qu'on était habitué. Pas comme la version qu'on a eue dans Batman vs Superman. Là. Même si
dans un certain sens, c'était correct. Mais il reste que j'aime la version Dans un plus sens, calculateur. J'aimais beaucoup le Lex Luthor de la série Toi, Smallville. t'aurais-tu préféré que des séries comme Arrow, Flash, tout ça, merge avec Smallville à la place? Ben, à la base, la première série Green Arrow, qui est Arrow, était censée être un spin-off. Mais le spin-off n'a pas marché. Donc, ils ont attendu un peu, puis ils ont fait une nouvelle version d'Arrow. Avec un nouvel acteur, ouais. Ouais, parce qu'il y avait Green Arrow était dans la série Smallville. Ils ont voulu le reprendre, faire un spin-off. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire un spin-off d'Aquaman. Ça n'a pas marché. Ils ont voulu faire une série sur Wonder Woman. Ça n'a pas marché. Black Lightning, fait-tu partie de cet univers-là? Techniquement, oui, mais il n'est pas samentaire. Ah. Du fait qu'ils peuvent se permettre des libertés. Parce que vu qu'ils commencent à avoir beaucoup de séries à la même place, Supergirl n'est pas sa même taille non plus, mais ils font des crossovers avec Supergirl parce qu'il y a certaines méthodes. Mais il reste que Black Lightning ont décidé de la mettre à part parce qu'elle avait elle est pas au même niveau en termes de série. C'est une série plus urbaine, vraiment sur une communauté et non sur une ville. Puis tu sais, il y a vraiment des enjeux comme le racisme et tout ça. Ouais. C'est vraiment pas les mêmes styles de séries qu'on a avec. Puis même le budget, il est pas au même niveau. Il y a beaucoup d'effets spéciaux dans Black Lightning qui sont à un niveau assez élevé. Le seul problème de Black Lightning, c'est son mot du costume. Qui dérange un peu, je te l'admets. C'est parce que c'est ou même l'acteur, je pense, c'est lui le problème. Pas parce qu'il est pas bon en tant qu'acteur. Je trouve que il a pas l'air confortable dans son costume, il est trop rigide. T'as l'impression des fois quand il se bat qu'il est vraiment rigide, c'est un peu le défaut. Mais ils ont dit que, tu sais, comme toutes les séries de CW, son costume va évoluer. Oh ouais. Fait qu'il va en avoir d'autres versions, donc j'imagine que ça va être mieux. Bref, Titan, je vous le recommande, c'est vraiment très bon. Surtout que dans je spoil rien, mais dans le dernier épisode, il y a un personnage qui était rajouté, et que dans les 2 derniers épisodes, et que j'aime beaucoup, qui est un de mes préférés qui était ajouté, j'étais comme yes, il est là, puis ça a teasé un peu qu'ils vont vouloir s'en resservir, donc j'ai vraiment hâte. Puis la dernière chose, c'est Camelot. J'en ai déjà parlé, mais je suis en train de finir la saison 2. Et c'est une série humoristique française qui retrace l'histoire du roi Arthur, mais d'une nouvelle version. Le roi est pas très charismatique, ses chevaliers sont incompétents, Merlin est un peu stupide, le royaume est toujours attaqué, il est pas capable de gérer son royaume. C'est très humoristique et j'adore beaucoup. Je trouve que la série, sa qualité s'améliore tout le temps. Ils font même si c'est court sketch de 3 minutes, ils réussissent à faire des liens de temps en temps entre chaque épisode et j'aime vraiment ça. Je sais que dans les dernières saisons, c'est rendu vraiment une série normale, mais c'est rendu, parce que les 2 dernières saisons, c'est une série dramatique. Et les 4 premières, c'est une série comique. Ils ont fait c'est rare, c'est même exceptionnel. C'est une série qui est partie comique puis devenue dramatique. On voit pas ça Mais tous les si jours. ça suit le ton, c'est correct. Ouais, c'est ça, ça suit le ton, oui. Et bref, j'adore beaucoup ça. Je vais vous le recommander parce que j'en ai parlé à plusieurs personnes. Oui, j'ai déjà écouté, là. Ouais, tu l'as déjà écouté. J'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi récemment. Et il y en a beaucoup qui s'est emballés, qui veulent l'écouter, entre autres mes parents. Et j'ai quelques amis qui avaient déjà entendu parler de ça, puis ils l'avaient jamais écouté. Puis j'en ai parlé, puis en fait, ça a l'air vraiment bon, je vais l'écouter. Puis il y en a même j'ai même 2-3 de mes amis qui n'aiment pas d'habitude les séries françaises. Mais celles-ci, ils vont leur laisser une chance parce que le style a l'air vraiment intéressant. Ouais. Moi, je l'écoutais parce que je jouais à RTV. Oui, je pense que c'est ça, c'est Joueur TV. C'est là que je l'ai pogné. C'est là que j'ai comme écouté, je pense, il y a quoi, 6 saisons? Il y a 6 saisons, ouais. Puis les 4 premières, je pense que c'est des sketchs de Ouais. 2-3 minutes. C'est ça que j'ai tout vu, moi. J'ai pas vu les épisodes complets. Là. Je savais même pas que ça changeait, en fait. Ouais, ben c'est ça, la 3 première saison, c'est comique. La 4e, c'est comique, comédie dramatique. Puis les 2 dernières, c'est juste dramatique. Mais c'est... Ça aurait pu faire un bon film aussi. Ben, théoriquement, il veut faire un film depuis la fin de la série, mais il y a eu plusieurs problèmes avec le projet. Et surtout que le réalisateur, qui est Alexandre Astier, Ouais. qui est lui qui fait Arthur dans la série, qui réalise la série, qui crée la série, a réalisé Astérix au Domaine des Yeux. Ouais, puis c'est lui qui écrit le nouveau, là. Ouais, qui va sortir en décembre, le secret de la potion magique, donc il est très occupé en ce moment. Mais il a dit que dès l'année prochaine, il veut se pencher sur un film de Camelot, parce qu'il voudrait le faire avant que... Parce qu'il y a déjà je pense qu'il y a 2 acteurs qui sont morts. Donc, Ah ouais? qui sont secondaires, là, qui n'étaient pas principaux, mais qui sont morts. Fait que là, il veut comme faire un film avec le casting original avant qu'il soit trop tard, tu sais. Fait que, même si la plupart sont pas si vieux que ça, mais il y en avait quelques-uns qui étaient un peu âgés ou malades. En tout cas, ça pour dire qu'il a dit qu'il aimerait ça que le projet se concrétise l'année prochaine. Donc, à suivre. On va des nouvelles? Ouais. Je te laisse y aller. Ben, on va commencer avec une petite nouvelle un peu cocasse. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, qui m'a quand même relativement surpris, mais que je trouve agréable à lire. En fait, on a su qu'une nouvelle voix allait joindre le casting de Toy Story 4. Toy Story 4 qui devrait sortir quelque part à l'été prochain. On a déjà commencé à avoir des teasers, on a eu 2. D'un, la qualité visuelle est impeccable. Ah, oui. Ça risque d'être très bon, même si moi, j'aurais jamais fait de suite au 3 parce que le 3 Ouais. ne sera jamais battable. D'après moi, c'est impossible de faire mieux. C'est possible de faire très bon, mais c'est impossible de faire Oui. mieux. On a Monsieur Kenny Reeves, alias John Wick, qui va rejoindre le casting des voix. J'ai vu 2-3 montages vraiment agréables de Slinky, le chien qui s'étire,
complètement découpé, puis c'était une poupée de John Wick qui fait là, j'ai pas le choix de revenir. Je trouve ça excellent. Mais non, c'est ça, il rejoint le casting. La grosse rumeur, c'est lui qui ferait la fourchette qu'on voit dans la bande-annonce avec les yeux. Mais écoute, il n'y a rien d'officiel encore. Mais non, ça s'en vient à grands pas. Je trouve que c'est un bel ajout, mais Keanu Reeves qui fait du voice acting, il est pas reconnu pour avoir une voix qui sort hors du commun, mais... Ben, il a quand même une bonne voix, là, Keanu Reeves. Oui, mais je veux dire, il n'y a pas rien d'exceptionnel. Je veux dire, c'est pas Yves Corbeil, là. Non, c'est sûr, mais je veux dire, si tu regardes le casting original, les deux acteurs principaux, c'est Tom Hanks et Tim Allen. Ouais, mais Tom Hanks, c'est une voix un peu... je sais pas comment l'expliquer. Puis Tim Allen aussi, là. Ouais, quand même, c'est vrai. Puis Tim Allen fait plus rien, là. Ouais, mais depuis sa saga sur le Père Noël, il a pas fait grand-chose. Non, ben il a fait une série qu'il avait fait dans le temps, qui a ramené, je pense qu'il fait comme de la construction dans son garage. Là. Ah, ok. Ouais, bref. Je sais pas. Moi, ça reste que mon film préféré de Tim Allen, je veux juste faire une petite parenthèse, c'est Galaxy Quest. Ah ouais, ça c'est vraiment bon. Ah, c'est vrai, moi aussi je pense que ça, on en demande un, c'est le premier qui me vient en tête. Puis j'avais pas haï, je pense, c'est-tu War Dog? Non, pas War Dogs, Wild Hogs. Genre, c'est comme 4 gars qui sont comme John Travolta, Martin Lawrence. Ah oui, ok, qui font de la moto. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé ce film-là. Même si c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Ouais, j'ai déjà vu ce film-là, ouais. Mais Galaxy Quest, je sais pas. En plus, ça fait comme une sorte de parodie, mais elle est tellement bonne. Ben, c'est ça, parce que c'est comme une parodie des séries comme Star Trek. Ouais. Puis t'as Sigourney Weaver là-dedans, qui est comme qui a passé sa vie dans les Aliens. Fait que c'était comme un beau cross. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que je te laisse aller avec ta première nouvelle, Matt. Oui, on a le droit à une bonne annonce d'un film qui est très attendu et qui est le plus attendu des films de Disney de l'année prochaine. Et tu me permettras après d'ajouter à ta nouvelle. Et c'est la bonne annonce du film Le Roi Lion en live action, donc en vrai. Comme on a eu le droit récemment, le livre de la jungle, ça va être dans le même style, mais Roi Lion. Donc on a eu le droit à la première bonne annonce. Et comme je disais, c'est le film le plus attendu. J'étais assez surpris parce que moi, à mon sens, j'attendais plus Aladdin que Le Roi Lion. Reste que Le Roi Lion, ça reste dans mon top aussi. Ouais. Mais je dirais que je voudrais voir Aladdin avant Le Roi Lion et finalement Dumbo, parce qu'il y en a 3 l'année prochaine. On va voir Aladdin. Dumbo est le premier, suivi d'Aladdin, suivi de Roi Lion. Roi Lion, je pense que c'est John Favreau en plus qui le réalise. C'est lui qui a fait Le Livre de la jungle. Ouais, c'est lui qui réalise la série de Disney, là, de Star Wars, je veux dire. Ouais, ça fait beaucoup de stock, hein. Ouais, mais c'est ça, puis la bande-annonce est incroyablement belle, là. Ouais. Mais je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui me rentre pas dans la tête. Je pense que j'ai la misère à voir l'intérêt vraiment de cette adaptation. Saga sans The Rock, hein. Mais tu sais, Dumbo, je le comprends. Ouais. C'est quoi l'autre t'as dit? Aladdin encore plus. T'sais, Aladdin, il y a vraiment de quoi à faire avec ça. Mais le Roi Lion, à part pour faire brailler Maxime pendant 1h30 en salle, je vois pas l'intérêt. Parce que c'est ça, je vais brailler. Quand moi faire ça, on va mourir. Là. Attends, après ça, il va sortir Bambi, là, tu t'auras plus de larmes. C'est que j'ai essayé ça, Bambi, quand j'étais petit. J'ai jamais revu là, depuis que j'étais petit, mais c'est que j'ai. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, j'avais pleuré. Là. Moi, le lapin, pas capable. C'est La Belle et la Bête que j'ai réécouté, qui était encore très bon, mais qui avait vieilli un peu, là. Ouais. Bon, en tout cas, bref. Le Royaume, écoute, la bande-annonce, si vous l'avez pas vu, allez voir ça, c'est spectaculaire. On voit que Disney, c'est tout permis. Écoute, le budget, on le voit. C'est qui mange la compétition en ce moment, eux autres. Sac! Écoute, c'est comme je te disais pour Ralph, là, le casting il est énorme parce qu'ils ont repris toutes les princesses, puis tous les personnages de Pixar, puis de Star Wars, puis de. Écoute, c'est débile, là. Mais pour ça, c'est la même chose. Les animaux sont incroyablement bien faits. Et c'est intéressant aussi, le film est très fidèle au film original. Peut-être un peu trop? Ouais, ben c'est ça que c'est les premiers reproches que j'ai vus. Ils ont repris les mêmes scènes, les mêmes moments, même la musique. Et la fameuse scène où il soulève le lion dans les airs, tout ça. Excusez-moi, c'est le cycle éternel. Ils font exprès pour pas nous montrer Pumba et Timon, là. J'imagine. Ouais, c'est Seth Rogen qui fait Pumba, je pense, j'ai compris. Ouais, je pense que c'est ça, c'est Seth Rogen. Puis il me semble qu'on voit pas le méchant lion non plus. Non, Mustafar. Mustafar, ouais. Il le garde encore pour une autre bande-annonce, j'imagine. Ouais, puis c'est pas Rowan Atkinson qui fait. Voyons, comment il s'appelle l'oiseau? Ah, je sais pas le nom de l'oiseau. Non. Mais il accompagne. C'est lui qui fait. Parce que c'était Mr. Bean qui faisait la voix à la base de l'oiseau. Là, c'est John Oliver qui est un gars qui fait des talk shows le soir. Là. Ah oui, je sais qui tu parles. John Oliver, je sais c'est qui, ouais. Ouais. Mais bref, j'ai hâte d'en voir plus. Mais comme je dis, j'ai plus hâte de voir Aladdin que celui-là. Là. Excellent. Vas-y, à toi. Je vais enchaîner avec ma nouvelle. C'est pas encore officiel. C'est à confirmer. On a eu quand même 3 officialisations pour les séries de Disney qui vont arriver sur la chaîne Disney. Ben, pas la chaîne, excuse-moi. Le Netflix de Disney qui est Disney Plus qui va arriver à la fin de l'année 2019. On avait une série sur Loki qui avait été annoncée sur Scarlet Witch et sur
J'ai un blanc. Soldat Falcon. d'hiver puis Falcon. Ouais, c'est ça. Apparemment, que Groot et Rocket auraient droit à leur propre série. Encore doublée par Bradley Cooper et Vin Diesel. Vin Diesel, I am Groot, là. Mais il y aurait leur propre série. Les autres aussi, ils auraient droit à juste une seule saison, mais une saison de 8 épisodes à gros budget, comme de fait. Je pense que ceux-là, je les vois bien être adaptés en série, encore plus que les autres. Mais je sais vraiment, c'est pas encore officiel. Disney n'a pas voulu commenter. Je pense que peut-être qu'ils vont recommencer par les essais de. Ben, dès janvier, ils vont sortir leur plateforme, puis théoriquement, ces séries-là vont suivre. Mais j'ai de la misère à comprendre comment Disney va faire. Tu sais, c'est des séries qui vont coûter excessivement cher parce que, c'est des acteurs qui coûtent cher. Parce que c'est des acteurs qu'eux autres, ils ont toujours voulu faire du cinéma. Là, t'es amènes en série TV. C'est des acteurs qu'il va falloir qu'ils payent la palette. Là, c'est sans compter que là, on est habitué à des qualités de haut niveau. Fait qu'il faut suivre ces effets spéciaux. Parce que Falcon, il vole, le tabarnak, là, tu sais. Ils volent! Tu peux pas me l'attacher avec des cordes, là, ça passera pas, là. C'est d'hiver, il faut juste un fond vert sur son bras, tu sais. C'est ça, là, on est habitué de la qualité. C'est correct que c'est juste 8 épisodes, puis ça me va, moi c'est parfait, là. Ben, c'est trop, là. Mais genre, je suis down d'avoir 8 épisodes. Mais là, je me dis, tabarnak, comment ils vont faire pour enchaîner ça? Ça va coûter cher, là. C'est Disney, hein. Ouais, je sais qu'ils valent cher, mais à quel point ça peut être rentable? Les personnages sont très populaires à travers le monde, donc c'est une valeur sûre. Absolument, mais. Puis la plateforme va être rentable dans la mesure que c'est du contenu Disney, puis tout le monde aime le contenu Disney, donc... Hey, t'imagines-tu, t'arrives avec tous les classiques Disney, t'arrives avec plein de films de la Fox, t'arrives avec Pixar, Star Wars, Marvel, tous les classiques de T'ajoutes Simpsons, parce qu'ils ont les Simpsons, fait que tu mets juste ça. Ça va. Moi, j'aurais plus aucun intérêt à avoir Netflix. Là. Écoute, rendu mais ils vont avoir des produits originaux, là, des nouveaux films, des... Ben, Marvel et DC ont sorti leur planning pour leur plateforme et ils ont chacun prévu plein de séries et de contenus exclusifs. Marvel, Disney, entre autres, on parle de ces séries-là, mais DC, c'est la même chose. Là. On a Titan que j'ai parlé, il y a Swamp Thing qui s'en vient, Dom Patrol, ils vont une série sur Harley Quinn qui va être vraiment bonne. Là, je suis pas excité pour 2 scènes. Pour Harley Quinn? Harley Quinn, je suis curieux, mais... Le teaser, moi, ça m'a donné le goût de l'écouter, là. Ah, tu parles de la série animée, toi, ouais. Tu parles pas du film, là. Ouais, la série pourrait être bien. Ça serait quelque chose que je pourrais écouter. Mais effectivement, il y a une question d'engouement, chacun ses préférences aussi, là. Ouais, définitivement, là, je suis plus vendu Disney, là, je m'en cache pas, là. Mais Disney, je trouve que ces derniers temps, c'est eux autres qui sortent du lot le plus possible. Mais en tout cas, pour Rocket et Groot, ce serait cool qu'elle aussi, mais ça va être les plus coûteux, je pense, en termes d'effets spéciaux. Puis, définitivement. Puis en parlant de Marvel, c'est quoi ta prochaine nouvelle? Et oui, ma prochaine nouvelle, c'est sur Marvel, mais c'est les studios Sony qui ont retravaillé leur calendrier et qui ont sorti leur prochaine date de sortie de film. Car Sony veut sortir 2 films par année de l'univers de Marvel dans un avenir proche. Et ils ont sorti 2 dates qui vont être en 2020. Si je me trompe pas dans Ouais, j'ai vu 2020-2021, je pense. Si je me trompe pas, c'est bien ça. J'avais la nouvelle il y a 2 secondes, mais je l'ai plus. Mais je pense que si j'ai bien compris, il n'y aura rien qui vont sortir en 2019. Attends, je sais comment prendre une nouvelle, tu me l'as envoyé. Je l'ai ici. Donc, ils ont prévu 2 films pour l'année juillet 2019. Excuse-moi, c'est Spider-Man, je recommence. À partir de 2020. Il va y avoir 2 films de prévus. Un le 10 juillet 2020, et qui va être un film, selon les premières rumeurs, ce serait Morbius, que le tournage commencera en début janvier. Jared Leto a commencé à faire ses premiers maquillages. Ouais. Je l'ai vu passer sur Instagram. On a pu voir ça, entre autres. Et le 10 octobre de la même année, donc encore une fois en 2020, ce serait une suite. Donc actuellement, la seule suite possible, c'est Venom. Donc encore une fois, selon les rumeurs, ce serait Venom 2. Ou Into the Spider-Verse 2. Effectivement, bon point, c'est un de ces 2 films-là qui pourra avoir droit à une suite. Mais je pense que ça va être Venom parce que je t'expliquerai à ma prochaine nouvelle. D'accord. Ah, hey, tu me permets de te dire quelque chose, excuse-moi? Je voulais enrichir ta nouvelle sur le Roi Lion. Savais-tu que le trailer de Roi Lion est le trailer le plus vu de tous les temps sur YouTube? Non, en l'espace pas. de 24 heures. Le record avait été détenu par... ça a été Star Wars épisode 7. Après ça, Avengers Infinity War. Puis après ça, c'est le Roi Lion avec 226 millions de vues. 226 millions, là. Millions, je le répète. Millions. C'est énorme, là. Écoute, tabarnouche. La pub est faite. C'est sûr. C'est certain. Bon, excuse-moi. Mais ça pour dire qu'il y a 2 films de prévus. Autant que c'est des projets qui sont assez... comme je dirais ça, assez nébuleux dans la mesure que Sony tente son propre univers, on en a déjà parlé plus longuement, un univers de Marvel sans Spider-Man.
avec les personnages de Spider-Man. Déjà que Morbius, ça va être un film de vampire en soi, pour citer ton ami Marsan, qui disait que sans Spider-Man, c'est un film de vampire. Là. Fait qui est le prochain sur la liste. Et suivi, à ce que je comprends, de Venom. Alors, ça aussi, il faut préciser qu'il était censé faire un film sur Black Cat. À ce que je comprends, il va être reporté sûrement en 2021. À cause du fait que Venom a été rentable, que ça va parler dans quelques instants. Sûrement qu'ils veulent tout de suite sortir une suite à Venom pour en profiter. Mais je te laisse en parler un peu plus longuement sur le fait que c'était un succès. Ben, Venom, malgré toute la qualité que le film ne possède pas, a été un méga succès. Ma nouvelle, dans le fond, c'est que Venom a actuellement dépassé plusieurs films de super-héros, dont des Thor, le premier Iron Man, et dont récemment Wonder Woman. Ils sont actuellement ex-aequo. Je pense que Venom a comme 3-4 000 $ de plus. Parce que moi, il est rendu à 822 millions de $. Il pourrait atteindre le 850 en fin de vie. Là, parce que là, il est vraiment à la fin. Là. Ouais. Écoute, il est en train de dépasser les Spider-Man. Là. Il me semble qu'il avait dit qu'il avait dépassé un des Spider-Man. Je pense que c'est le premier. Je vais aller faire mes recherches en attendant. Mais il me semble que c'est le premier. Ouais, j'avais vu ça passer que Venom avait détrôné un Spider-Man. Là. Ouais, le film marche vraiment fort. Puis le public qui est vraiment en rendez-vous. Genre, le monde aime ce film-là. Genre, ben oui. Je comprends pas, mais. Ben, la critique l'a vivement critiqué, évidemment. Moi, j'ai trouvé correct pour ce qui était, mais toi, tu l'as détesté. Ah oui, je comprends pas. On reviendra pas sur notre critique, mais reste que c'est un succès mondial et c'est la preuve aussi que Sony c'est pas si trompé que ça dans sa méthode de création de produits. Ben, c'est sûr que ça allait pogner, Venom. Je veux dire. C'est un personnage emblématique, faut dire. Reste que c'est ça, fait que c'est un succès. Moi, je suis pas tant surpris en ça, comme on a mentionné. Et d'où ma nouvelle aussi qu'il allait avoir Venom 2, elle est arrivée en 2020, donc dans 2 ans à peu près. Il a fait plus d'argent qu'Amazing Spider-Man 2. Il a fait plus. Il a pas fait plus d'argent. Ouais, il a fait plus d'argent worldwide que Amazing Spider-Man 1. Sinon, si je continue vite dans les Spider-Man, là, je vais essayer d'en. Il a fait plus d'argent que Spider-Man 1, mais tu sais, Spider-Man 1 est sorti en 2012, fait que ça fait déjà 16 ans. Fait que j'imagine aujourd'hui, il serait estimé probablement à pas loin de 900 millions. Là, il est à 821, mais actuellement, Venom le dépasse d'1 million. Spider-Man 2 pour le fun. Spider-Man 2, il pourrait jamais le battre à domestique, à la maison. Mais, En passant, t'as dit une erreur, c'est 2002, non 2012. Là. J'ai-tu dit 2012? Oui, t'as dit Spider-Man 1 2012. Excuse-moi. Et pour finir, Spider-Man 3, qui est probablement un des plus rentables, 890 millions. Il ne le battra jamais, mais pour une nouvelle franchise. Ouais, c'est un bel exploit. C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Je suis curieux de voir, comme je dis, moi je suis curieux de voir la suite de Venom, espérant qu'ils peuvent juste s'améliorer, comme j'ai dit. Il y a de quoi sauver. Je sais pas si Tom Hardy va vouloir rester, par exemple. Ben, il avait déjà dit en entrevue qu'il avait signé pour plus qu'un film, donc. Ouais, quand t'as pas le choix, j'imagine. En même temps, oui, mais tu sais, quand un acteur est écœuré, il y a toujours moyen de, mais c'est toujours du cas par cas, mais je pense qu'il est toujours emballé par ce personnage-là, même s'il a chialé pendant quelques entrevues. Reste qu'il avait déjà dit que Venom, il adorait le personnage, donc. Ben, il pourrait peut-être mettre ses conditions. Vous changez de réalisateur, vous changez de scénariste, puis vous vous mêlez pas du projet. Là, t'sais. Ça peut être la solution, effectivement. Excuse-moi. Fait que je te laisse, Cédric, t'as dans une nouvelle? Oui, ma dernière nouvelle, qui est une nouvelle qui va t'emballer, je crois, Max. Quand on l'a vu passer, c'est toi-même qui m'en as parlé, t'étais excité. C'est ta saga culte préférée, qui est... Ben, en termes de jeux vidéo, c'est une de mes préférées. Mais en termes de film, ouais. À part le 1, qui est c'est parce que je pense que c'était un bon mauvais souvenir, genre. Ben, moi, je trouve ça que la première trilogie est bonne, là, quand même. Là. Ouais, c'est ce qu'il y a de moins pire, mais après, rendu au 4, là, c'est épouvantable. Ouais, mais j'ai pas écouté le dernier, d'ailleurs. Comme non plus. Puis je pense pas d'écouter, en tout cas. Mais encore, laisse pas. Mais si vous l'avez pas compris, je parle de la franchise Resident Evil, qui est une franchise de jeux vidéo à la base, qui a eu le droit à, je pense, c'est 7 films, si je me trompe pas. Ouais, je pense aussi. 7 films. 7 de trop, là. 7 de trop. Et toujours avec la même actrice principale. Mila Jovovich. Ouais, et toujours réalisé par le même réalisateur. Qui est son mari. Qui est son mari, voilà. Paul W. Anderson. Ouais, W.S. Qui est en train de Anderson. réaliser le film de Monster Hunter avec des guns. Ouais, puis c'est la franchise de Capcom. Il y avait des guns en passant dans Monster Hunter à la base dans les jeux. Ouais, pas des mitraillettes. Non, pas des mitraillettes par contre, là, mais reste que oui, il y a des guns, mais c'est sa spécialité, je pense, les guns. Tout ça pour dire qu'il participe d'une autre franchise et les studios ont parlé que. Je pense que c'est depuis 2016 que la franchise est finie. Et donc, ils ont parlé qu'ils parlaient déjà de faire un reboot dans les prochaines années. De repasser la saga à zéro dans une nouvelle version, plus adaptée sur la nouvelle franchise de Resident Evil. Je parle ici de l'épisode 7 dans les jeux vidéo. Qui est excellent, ça, tu sens pas ça? Ouais, qui est excellent, que j'ai à peine pu y toucher, mais qu'on m'a tous dit qu'il est excellent. C'est tellement bon.
et qui revenait à l'origine de la saga. Donc, vraiment, un jeu horreur, stressant. Que c'est pas un jeu que tu vas juste tirer dans le tas sur un paquet de zombies avec des puzzles, une histoire complexe. C'est dur d'adapter ça au cinéma, là. Effectivement, mais ils veulent aller dans le même style. Donc, est-ce qu'on va retourner à une franchise plus horreur qui était censée être l'origine de Resident Evil? Je le souhaite parce que l'univers marche mieux comme ça qu'un film d'action. On l'a vu même dans les jeux vidéo que les derniers marchaient pas à cause de ça. Puis moi, c'est une franchise que j'aime beaucoup, Resident Evil, comme toi. Comme je dis, j'ai aimé la première trilogie. Mais après, ça a déraillé. J'aime l'univers, j'aime l'univers 4 des est zombies. excellent, là. Hein? Le 4 est excellent, là. Je parle des films, là. Ah, tu parles des films? Ok, excuse. Non, dans les jeux vidéo, ouais, le 4, c'est le meilleur, là. Même si le 1 est quand même un bijou en soi. Le 2 et le 1 sont... Mais je pense, ouais, moi aussi, c'est mon préféré, c'est le 4. Mais là, le futur 2 va être mon préféré. Ouais, qui l'a remasterisé, ouais. Non, un remake. Un remake, excuse. Il l'a refait au complet. Ouais, c'est vrai. Ça va être fou, man. Tu peux précommander par du nouveau contenu, ouais. Je l'ai précommandé. Ouais, je suis pas surpris. Ah ouais, j'ai tellement hâte. C'est genre le jeu qui me hype le plus, là, à date. Puis sinon, après ça, il n'y a plus rien. Ouais, je peux comprendre. Ouais, sûrement Call of Duty 16, là. Oh, Parce qu'on est vraiment rendu à 16, hein. ça me reste. Je trouve ça Aberrant. aberrant, mais aussi, je comprends pas l'enthousiasme des gens de jouer à Call of Duty, là. Je regarde des gaming live en ligne, des gens qui jouent, je regarde des critiques, j'en parle à mes amis, puis je suis genre. What the fuck où va le monde, man? C'est que j'aime ça, moi. J'en manque pas un. Bref, fait que... Ça peut briser une amitié, ça, Max. Ça pour dire que c'est ça, on aura une nouvelle version. Ce serait réalisé selon toute vraisemblance, c'est pas encore officiel, mais le réalisateur le plus probable, ce serait James Wan. James Wan. Wan, excusez-moi. Qui a déjà travaillé sur des grosses productions, entre autres sur Rapid Dangereux 7, qui est un excellent film. Et plusieurs films d'horreur, entre autres Annabelle 3 qui s'en vient, mais aussi Conjuring. Et il a travaillé aussi sur un Décadence, je sais plus lequel, mais il me semble qu'il a travaillé sur un Décadence. C'était pas Jigsaw? Hein? C'est pas Jigsaw qui avait travaillé? Ouais, je pense que c'est Jigsaw, ouais. Il est varié, il fait des films autant action qu'horreur. C'est un réalisateur polyvalent. Donc ici, ce serait bon, dans la mesure qu'il serait capable de faire quelque chose qui fitterait avec l'univers de Resident Evil, contrairement à Paul W.S. Anderson, que lui, clairement, il est spécialisé dans les films d'action. Puis dans les nanars. Ouais, puis il met tout le temps sa femme comme actrice principale dans ses films. Faut bien qu'il vive. Ah, il y a ça, mais ça me fait penser un peu à un autre réalisateur que t'aimes pas, qui est Tim Burton. Ah. Qui a fait la même chose avec sa femme. Dans tous ses films, sa femme est là. C'est que j'aime pas Tim Burton. Ouais, puis il y en a un nouveau qui s'en vient en plus de Tim Burton. Ah oui, c'est vrai. C'est Dumbo. Ouais, c'est Dumbo. Ouais. Ça va. Hey, Dumbo par Tim Burton quand même. Hein? Raison de plus pour aller le voir. Bref, tout ça pour dire que c'était une nouvelle. Je souhaite que Resident Evil puisse se rattraper. Je souhaite pas qu'il y ait un reboot tout de suite. Je pense qu'on n'est pas prêt encore pour un reboot de Resident Evil, mais dans les prochaines années, ce serait correct de le refaire s'ils le font bien cette fois-ci. Donc voilà. Donc on n'a pas de zone de box-office, mais on tient à préciser que nos sources n'étaient pas fiables la semaine passée. Vous avez peut-être remarqué en écoutant l'épisode, on disait qu'il n'y avait pas de nouveautés intéressantes qui s'en venaient. Et on s'est trompé. Surtout Max, c'est sa job de checker ça d'habitude. Hey. Mais je prends le blâme aussi parce que c'était aussi ma responsabilité de regarder ça. Et dans le fond, il y avait Creed 2 qui est sorti cette semaine et Ralph 2, comme j'ai mentionné. Donc, on n'a pas pu faire le box-office. Je peux faire un petit tour d'horizon, voir combien ils ont fait, par exemple. Tu peux le faire, effectivement. Une seconde. Wreck-It Ralph, il a fait, à la maison, il a fait 84 millions à son premier week-end, ce qui est excellent. Ouais. Et Creed 2, il a fait 35 millions. Ce qui est très bien aussi pour un film qui a probablement coûté comme 50 millions. Puis c'est deux films très attendus aussi. Donc, absolument. Et Creed 2, il faudrait d'ailleurs j'écoute Creed 1. Ça a l'air que c'est excellent en plus. Ouais, tout le monde qui l'a vu me dit que le film est excellent. Donc il faudrait que je l'écoute. Même si je pense que j'ai pas écouté Rocky 4 non plus. Il faut dire que les films de Sylvester Stallone, c'est pas mon acteur préféré. Il y en a plusieurs qui me manquent. J'ai pas écouté le dernier Rambo. Puis il y a plusieurs films de même que j'ai pas écouté. Ni non plus. Récemment, il a fait la suite de. Tu sais, c'est un avocat qui s'est recyclé pour s'évader des prisons. Ah ouais, le tombeau. Le tombeau, ouais, ils ont fait le 2 il y a pas longtemps avec Dave Bautista. Puis ça a passé sous le radar. Je l'ai pas écouté, même si le premier, j'avais trouvé ça quand même bien. Parce qu'il y avait Arnold aussi dedans. Mais reste que je l'ai pas écouté. Donc, ouais, on s'est trompé, on s'excuse pour ça. On va essayer d'être plus vigilant à l'avenir, on va servir de sources plus fiables. Et donc, sans plus attendre, on va du côté non-spoiler pour parler du film de cette semaine qui est The Big Short, la casse du siècle. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler.
Du côté non-spoiler, cette semaine, je rappelle, on critique le film The Big Short, le casse du siècle, excusez-moi. C'est le titre québécois du film, qui est un film qui est sorti en 2015. Ça faisait longtemps que je voulais le critiquer. C'est un film que j'aime beaucoup. Et moi, je suis un grand amateur de films historiques. J'ai peut-être déjà mentionné au podcast, mais c'est un de mes types de films préférés. J'adore écouter des films historiques. Et celui-ci en est un qui est très intéressant parce que ça tente sur un événement qui a eu lieu dans les années 2000 et qui a marqué le monde entier. Même si j'étais très jeune, je m'en rappelle. C'était assez marquant. Et donc, j'en reviendrai quand je vais parler de l'histoire de ce film-là. C'est réalisé par Adam McKay, qui nous a donné beaucoup de succès en termes de comédie, tous avec Will Ferrell pour la plupart, entre autres Demi-frère avec Will Ferrell, présentateur vedette avec Will Ferrell, la balade de Ricky Bobby avec Will Ferrell, et finalement les autres gars, ou The Other Guys en anglais, qui est encore une fois avec Will Ferrell et Mark Wahlberg, toutes des comédies à succès qui mettaient en vedette Will Ferrell, qui étaient des comédies quand même à gros budget, qui était, moi je trouve que c'est toutes des bonnes comédies que j'ai adoré écouter et que je m'étonne pas. Un peu moins, moi, t'as la dégâts, là, j'ai pas capoté. Ben, c'est pas la meilleure non plus, mais c'est quand même une bonne comédie. Je dirais que c'est pas la meilleure de Will Ferrell, mais Demi-frère, présentateur vedette, puis Other Guy, c'est dans ses meilleurs. Ouais, Other Guy est souvent réputé dans les meilleures comédies des années 2000. Là. C'est un peu à cause de ce film-là qu'on a eu le droit aux deux films Mon beau-père, Demi-père. Ouais. J'ai pas aimé, moi, The Other Guys. Non? J'ai vraiment essayé, puis genre, je pense qu'il faudrait peut-être que je le réécoute. Ça fait mais il y a The Rock dedans? Ouais, ça fait ouais. Mais genre, ça faisait, je pense que ça doit faire comme 10 ans qu'il est sorti le film. Faudrait peut-être que j'y redonne une chance, mais quand je l'ai écouté la première fois, j'ai fait, oh boy, c'était poche. Ben, moi, je l'avais trouvé drôle à l'époque. Faut dire qu'à l'époque, j'étais pas capable de saisir l'humour de Will Ferrell. Tu vois, moi, c'est l'inverse. Dans les derniers films qu'il a fait, j'ai de la misère à saisir son humour. Pourtant, ces vieux films, je les aime encore. Mais c'est nouveau, je sais pas si j'ai évolué là-dedans, mais j'ai plus de misère avec son humour. Mais ouais. Fait que moi, je régresse, toi, t'augmentes. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Le casting, on a quand même des 5 étoiles ici au casting. Oh, ouais. Il y a un gros casting au film. Il y en a 4 acteurs principaux qu'on va nommer, qui sont Kristen Bell, Steve Carell, Ryan Gosling et Brad Pitt. Rien de moins. Rien de moins, c'est les 4 têtes d'affiche. Puis on a d'autres actrices et acteurs qui se rajoutent au casting plus secondaire. Qu'on peut nommer entre autres Karen Gillian, entre autres, ou on a Margot Robbie aussi qui est dans le film. Ouais, Selena Gomez. Selena Gomez, effectivement. Et d'autres acteurs aussi qui sont là. Et d'autres personnes aussi de l'univers économique. On a droit à des experts aussi à travers le film. Et donc, c'est produit par Regency Enterprise et c'est distribué par Paramount Pictures. Et côté critique, c'est quand même excellent. Metacritic a donné 81% d'avis positifs. C'est qui est très bon, hein? Ah, c'est très bon. Et le public au même rendez-vous avec 82%. Hey, hein, c'est-tu rare? Ça doit être les critiques qui ont fait des critiques dans les critiques. Ah, ça doit, écoute, c'est rare que c'est aussi égal. Et même Rotten Tomato reste dans la même ligne. Le professionnel, 88%, donc c'est excellent. Et le public, 87%. Donc, en ensemble, c'est un très bon film. Et pour dire, récemment, on a pris plusieurs films qui étaient plus ou moins corrects. Mais celui-ci, c'est vraiment un petit bijou. Puis je dirais que, OK, surtout au Québec, il est passé un peu sous le radar, je me rappelle. Ben, c'est très américain comme sujet, hein? Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que tu t'intéresses à ça. Je pense que c'est quoi? C'était quand même un film de Nicolas Cage qui avait rapport aux balles d'armes. Oui. C'était super bon. C'était un vendeur d'armes, là. Puis ouais, c'est ça. Puis c'était vraiment intéressant parce qu'il t'expliquait. C'est le même principe que ce film-là. C'est qu'on te. On t'explique un univers. Là. Non, plus on essaie de te simplifier pour que tu comprennes les enjeux comme du marchand d'armes ou de l'économie américaine. Genre. Puis c'est deux choses qui sont très compliquées. Ils vulgarisent, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est vulgarisé, c'est ça, exactement. Comme il y avait un autre film il n'y a pas longtemps que j'ai pas capable de finir, puis c'est rare que ça arrive. C'est Les Chiens de guerre. Avec. c'est ça que Jonah Hill. Puis, ouais, c'est ça. Ah, c'était bon, ça. C'était un film qui voulait comme vulgariser l'univers des armes, justement. Puis c'est deux jeunes qui ont, par un coup de chance, ils ont réussi à avoir un des plus gros contrats avec les États-Unis. Le problème de ce film-là, c'est qu'ils te vendaient ça comme une comédie. Ouais. Finalement, ça ne l'est pas du tout. Là. Ah non, puis le film il est long, là, il est long à partir. Là. Il y a au moins une demi-heure, 45 minutes que ça parle des personnages, ça place l'univers. Puis à un moment donné, t'es comme. Il est pas censé être une comédie. Là, ouais, puis Johnny Hill, c'est comme le méchant du film, finalement, t'apprends. Ouais, plus ou moins, là, mais je l'ai pas fini. Hein. J'ai écouté une heure du film, puis. T'as pas aimé ça? Ben, j'aime les deux acteurs principaux, c'est deux excellents, mais je sais pas. Du film, là. Non, le film, j'ai. Ben, le concept. Peut-être que tu t'attendais à autre chose, peut-être. Il y avait des bons gags, si je peux dire, mais l'histoire, j'étais surpris parce que je m'attendais à une comédie puis ça l'était pas. Puis j'étais pas préparé à ça, puis je sais pas. Bref,
Revenons à ce film-là, je vais te laisser parler du budget. Ouais, le budget, c'était un budget de 50 millions qui a rapporté 133 millions worldwide. Là, vous allez me dire, ouais, c'est pas énorme, mais c'est un film qui était même américain, que son argent était fait aux États-Unis. Alors, il l'a comme remboursé, Ouais. puis que c'était aux États-Unis. Puis sur 50 millions, on pourrait dire que la moitié, c'est juste pour les 4 acteurs. Là. Ouais, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que le film, il montre pas non plus toute la publicité qui a été mise. Ce budget-là n'est pas compté. On parle juste du budget de production. Fait que rajoute au moins facilement 30 millions là-dedans. Là. Non, c'est ça. Reste que c'est un film intéressant, je vous en parle. L'histoire, eh bien, ça raconte les événements de la crise immobilière en 2017-2008, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. C'est en 2005 et 2007. Bon, merci. En 2005 et 2007, qu'il y a eu la crise immobilière et qui a créé une crise à travers le monde. On était chanceux au Canada, on n'a pas été tant touchés que ça, mais ça a touché beaucoup de pays à travers le monde qui étaient liés aux États-Unis. Et ce film-là raconte l'histoire de quelques personnes qui travaillent dans cet univers-là et qui ont vu ça venir et qui ont voulu alerter le monde et ont voulu aussi, d'une certaine manière, en profiter. Et ça montre vraiment, je peux dire, l'envers du décor. Ouais, parce qu'à la fin, on ne dira pas, là, mais il y a un beau revers. Ouais, il y a un beau revers. Et le film est très percutant et très intéressant. Et il se veut vulgarisateur, comme tu disais, pour nous faire comprendre l'enjeu qu'il y avait à ce moment-là et les concepts autour de l'économie. Parce que l'économie, même si ça reste un sujet de débat, ça reste une science et qu'il y a beaucoup de termes très compliqués à comprendre. Et même dès le début du film, ils disent ils font exprès d'utiliser beaucoup de termes pour te perdre, mais en réalité, c'est assez simple à comprendre. Il faut juste prendre le temps de décortiquer. Décortiquer. Voilà, merci Max. C'est Ryan Gosling qui est le monologue en plus. Ouais, c'est le monologue. En tout cas, on reviendra. Ouais, on reviendra sur Ryan Gosling, mais voilà, donc ça c'est l'histoire du film. Et donc, je sais pas si on peut vraiment parler du jeu d'acteur, des 4 acteurs. Ben, Kristen Bell, il est vraiment bon, là. Ouais, ben, ouais, on va essayer de faire le tour quand même. On va parler de Kristen Bell, je vais te laisser y aller en premier. Moi, je l'aime vraiment. Kristen Bell, tu sais, il joue un peu comme un. Comment je pourrais dire? Un gars qui est contre le système dans le sens que. Il est ultra brillant, mais tu sais, le gars il se promène en t-shirt, Ouais. des jogging, tu sais, puis il y a comme plein d'affaires, des bébelles dans son bureau. Mais c'est un gars excessivement brillant quand il embarque dans les chiffres. C'est là que le gars il prend tout son génie. Puis ce gars-là existe pour vrai. Là, Ouais, les 4 principaux existent pour vrai. Ouais, c'est ça. Et lui, Kristen Bell, c'est plus ou moins le premier à avoir constaté le problème. Puis j'ai lu, je vais mettre ça des anecdotes du film, j'ai oublié d'en parler. Ce gars-là, le vrai gars là, que Kristen Bell a joué dans le film, il a été interrogé 4 fois par la FBI par la suite de la crise, parce qu'il comprenait pas comment ça se fait que lui a vu ça avant tout le monde, qu'il allait avoir une crise économique de même, puis genre il fait comme c'était évident, puis il a montré tous les chiffres, puis les FBI comprenaient pas, genre. C'est excellent. Hein? Lui c'est comme je le sais, vous, ben c'est ça. Wow. Mais je trouve ça assez drôle comme anecdote, puis récemment, il a plus ou moins quitté, j'ai regardé sa biographie, il a plus ou moins quitté le monde de l'économie, parce qu'après la crise, il a monté un peu, mais il est retombé après en chute, puis il n'a pas été capable d'être aussi en pic qu'il était. Mais non, son argent est déjà fait, je suis certain. Probablement, effectivement. Mais pour moi, écoute, l'acteur, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Là-dedans, il est excellent. Il ne faut oublier que c'est Kristen Bell qu'on voit, parce que d'habitude, il fait des rôles plus dominants. Il aime ça prendre la place d'habitude dans les films, autant dans les Batman, mais jamais dans la plupart des films qu'il fait. Ouais. Sa présence est marquante. Là-dedans, il est plus en retrait. Hein? Ouais, il est plus en retrait, il est très réservé. Je pensais même que moi, avant de voir le film, je pensais que le film allait tourner autour de lui, en fait. Mais surtout, pas du tout, là. Mais je me souviens dans les bandes annonces, on le voyait beaucoup dans les bandes annonces, c'est plus ou moins montré comme un des personnages principaux. Effectivement, il est principal, mais il est assez ex aequo que les autres qu'on nomme ici. Quoique Brad Pitt est un peu moins présent que les 3 autres. Reste que j'ai beaucoup aimé sa performance. J'ai trouvé que ça montrait son jeu d'acteur qui est très polyvalent. Ici, il fait comme un très gêné, il a de la misère à socialiser, mais c'est un génie. Il y a des défauts. Même on il parle que comment il a rencontré sa femme, c'est sur un site de rencontre. Puis il s'est décrit tout simplement en disant que c'était un homme qui travaillait en économie, qui avait un œil de verre, puis qui savait pas socialiser, genre. Puis là, la femme lui a répondu: ah, c'est parfaitement ce que je cherchais. Je trouve ça vraiment. C'est vraiment. Je sais pas, je trouve ça intéressant comme. Anecdote, ouais. Ouais. Et aussi une autre anecdote avant de continuer les acteurs, le film a gagné un Oscar pour le meilleur scénario. Adapté, par exemple. Adapté, voilà. Et c'est pas rien parce que ça c'est prouve que pas parce que tu fais des comédies que tu sais pas réaliser un film. Hein. Et voilà. Et on va continuer avec Steve Carell, que je trouve que c'est un des plus surprenants dans ce film-là. Surtout pour sa perruque, là. Oui, entre autres. Mais je sais pas si c'est une perruque, mais moi, ça peut être une perruque. C'est une momotte. Ça, c'est ça, c'est une momotte. Ouais, là, je m'excuse. Là. Mais tout ça pour dire que c'était un de ses premiers films marquants où il était pas comique.
Parce que Steve Carell était spécialisé dans la comédie à la base. Ouais, mais ça faisait déjà une coupe de rôle, je pense. Il avait commencé à faire des petits rôles, mais c'était pas très marquant. Celui-ci, ça a vraiment montré qu'il était capable de faire des rôles plus sérieux. Ouais, mais il a lâché définitivement la comédie. Là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait. Là. Ben, il a recommencé. Il y a un film qui sort l'année prochaine, que c'est une comédie, puis il est dedans. Mais ça faisait longtemps qu'il faisait plus de comédie. Mais genre, y a-tu la tête d'affiche ou c'est juste un acteur secondaire? Je sais plus. Il y a le film de Robert Zemeckis qui s'en vient l'année prochaine, qui est comme un gars avec des poupées. Là. Ouais, ça, c'est le prochain de Steve Carell, mais je sais qu'il a annoncé une autre comédie aussi. Mais effectivement, il fait beaucoup moins de comédie qu'avant. Même je pense qu'on n'a pas fait depuis. À un moment donné, j'imagine qu'en tant qu'acteur, tu veux t'épanouir. Là. Ouais, puis ce qui est malheureux dans les acteurs comiques, on en a déjà parlé, la plupart réussissent pas à faire d'autres styles. Jim Carrey a essayé à plusieurs reprises, dont récemment, puis ça n'a pas totalement marché. Je sais pas si tu savais, mais il y a Will Ferrell qui a essayé aussi. Il a déjà fait un film d'horreur, entre autres, qui n'a pas marché. Puis il a fait ouais, il a fait un film d'horreur, tu peux aller voir dans Wikipédia. Et il a fait aussi un film un peu plus sérieux avec Emma Thompson, qui fait genre une écrivaine. Puis quand elle écrit sa vie à lui. Puis genre, il réalise qu'il n'a plus contrôle sur sa vie, puis ça le rend malheureux. Puis c'est un film beaucoup plus sérieux qu'il avait fait aussi. Il avait essayé de faire quelques rôles plus sérieux, mais il y a des acteurs comme ça que c'est dur de voir ailleurs que dans le comique. Mais Steve Carell, ici, moi, j'ai trouvé très bon. J'ai vraiment aimé sa performance. Je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants du film. Ouais, je pense que c'est ça, mais je suis pas certain à 100%. L'affiche est là dans tabarnak. Ouais, c'est pas super belle l'affiche. Mais il y a assez un film d'horreur quand même. Comme Jim Carrey avec le nombre 23. Puis récemment, il en a fait un autre. Mais Steve Carell, j'ai trouvé très bon en comique. Pas en comique, excusez-moi. Hors comique, c'est ce que je voulais dire. Il est bon pour faire un rôle sérieux. Même, c'est lui qui est dans les 4 personnages qui est le plus. Qui a le plus d'émotions. Parce qu'il y a autant que c'est le plus humain. Le plus humain, parce que Christian Bale, oui, il est là, il est conscient du problème, mais. Il est autiste. Il est autiste, on peut dire ça de même si on veut. Que Steve Carell, quand il réalise le problème, il est comme, ben, pourquoi personne ne le réalise? Il panique, puis genre, il est en colère, puis à un moment donné, il a mal au cœur. Je sais pas comment gérer ses émotions. Non, c'est ça, puis il est impulsif, puis comme, mais pourquoi le monde est cave comme ça? Puis, parce que j'ai beaucoup aimé son personnage, je pense que toi aussi, tu l'as beaucoup aimé. Ouais, absolument, c'est une des grosses vedettes du film. Là. Oui, définitivement. On va aller avec le narrateur du film qui est Ryan Gosling. Qui ici aussi, il était un peu maquillé parce que d'habitude, je pense, je sais pas si c'est une perruque où ils ont teint les cheveux, mais les cheveux assez foncés. Il est pas plus blond en fait? Non. Non, il a les cheveux quasiment en noir même. Ouais. Ça m'avait troublé la première fois que j'avais vu le film. J'étais comme ça, mais ses cheveux sont beaucoup plus pâles que ça d'habitude. Mais sûrement c'était pour se rapprocher plus du vrai gars que. Il s'en ressemble pas tant que ça. J'avais été voir là, les vrais gars, puis ils s'en ressemblent pas. Ah, j'avais pas regardé voir si ça ressemblait. C'est tous des messieurs, on dirait qu'ils portent des sacs bananes. C'est bizarre à dire, là, mais. Bref, Ryan Gosling, qu'est-ce que t'as pensé de lui qui est comme le narrateur du film? Ben, il est peu présent dans le film, on va se le dire. Là. Ouais, ben, il est presque là pour la narration. C'est ça, puis les temps qu'il est là, comment je pourrais dire ça dans des bons termes? Je trouve que c'est comme le gars qui est sûr de lui, puis qui va te montrer qu'il est en contrôle de ce qui va se passer, parce que même lui, il est au courant, il le voit venir, la crise immobilière. Puis je trouve tellement que là-dedans, genre, il est irrévérencieux, puis je trouve que ça y colle vraiment bien, Ryan Gosling. Il a une face de gars qui sait ce qu'il fait. Puis je trouve que c'est un bon personnage, même s'il est un peu mis en retrait. Mais ça s'explique dû la fin, en ce qu'on reviendra. Ouais. Mais ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé très baveux comme personnage. Même si c'est le narrateur, il se permet de dire ses propres commentaires. Il brise le quatrième mur. Ah, souvent, là. Souvent. Et il dit des commentaires assez. Mais c'est parce qu'on nous explique de quoi, hein. Ouais, c'est ça. C'est un film qui sert à t'apprendre de quoi. Hein. Le mot que je cherchais, c'est condescendant. Il est très condescendant dans la mesure qu'il nous prend pas pour un cave, mais en même temps, il nous dit je vais vous simplifier ça parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Fait que souvent, dans le film, il nous met des extraits pour nous simplifier les concepts de l'économie. Parce que pour lui, il dit dès le début du film, ça a l'air compliqué, puis ça l'est généralement pour ceux qui prennent pas le temps de regarder. Fait qu'il nous simplifie le plus simple possible pour nous. Et ça fait des belles scènes aussi. Reste que j'ai bien aimé son personnage, puis j'ai aimé sa façon de s'exprimer, parce que il va essayer de convaincre les autres de le suivre. Et il va être très baveux, il va comme dire, on va en profiter, on va vraiment comme tirer le jus qu'on peut, on va exploiter le système, on va payer contre notre économie. C'est quand même quelque chose qui est pas rien. Et j'ai beaucoup aimé son personnage pour ça. Et on va finir avec Brad Pitt, qui est le moins présent des 4 dans la tête d'affiche, qui arrive à peu près environ, je dirais, pas à la moitié du film, mais un petit peu avant la moitié du film, environ. Et pourtant, c'est un grand acteur, je veux dire, Brad Pitt. Et ici, il fait un rôle assez second. Ouais, mais c'est plus une guest star qu'une... Ouais, parce que à la base, on suit 2 jeunes qui essaient de se démêler avec la Wall Street, puis ils veulent devenir vraiment importants. Ben, ouais, c'est ça, parce qu'ils partent un peu comme du
c'est des jeunes, là. C'est des Ouais, jeunes c'est des jeunes. entrepreneurs. Là. Ils font juste 30 millions par année pour pis c'est rien là à Wall Street. Ils veulent pas l'accepter au début. Fait qu'à un moment donné, ils se découragent puis ils se rappellent qu'ils ont un ami qui est un de leurs voisins qui est un ancien gars de Wall Street qui a quitté ça parce qu'il dit que c'est de la merde. Il décide d'aller le voir. Il est joué par Brad Pitt qui fait un homme assez posé, assez calme. Puis c'est un des plus réfléchis. Ben, je pense que c'est le plus réfléchi de la gang parce que il va être au début il va être sceptique puis quand il va réaliser que ça marche, il va tout faire pour comme exploiter la faille si je peux dire. Oh, ouais. Puis j'ai aimé son personnage, ça me faisait penser un peu à son personnage du film Le Stratège Moneyball, où que ce personnage est quand même réfléchi, que c'est pas le méga héros, c'est pas le gars milliardaire. Il n'y a aucun sauveur dans ce film-là. Là. Non, il n'y a pas de sauveur, c'est juste. Même là, il n'y a pas beaucoup de morale non plus en bout de ligne. Là. Non, parce qu'à la fin, ils montent à la fin, ils nous font croire que ça a fini bien, mais. On reviendra. On reviendra là-dessus, mais reste que bon. Pour Brad Pitt, c'est bon. Je sais pas si je laissais pas être Brad Pitt, je pense que je pas laissé. Non, mais pour vrai, t'as tout dit. Ok, c'est correct. Je suis d'accord, je peux pas en rajouter. C'est correct, on va aller avec la critique générale du film, je vais te laisser y aller. Moi, c'est un film que j'ai écouté un peu comme sans attendre. Il est arrivé sur Netflix, ça menait comme un cheveu sur une soupe. Je l'ai écouté sans vraiment, comme je te dis, sans rien appréhender. Je savais qu'il y avait un bon casting, je savais que ça avait rapport à la crise immobilière, mais c'est tout ce que je savais. Puis j'étais extrêmement diverti. On enlève le contexte qu'on apprend quelque chose, c'est quelque chose qui vraiment nous fait réfléchir parce que ça se passe dans l'ère Obama. Et je trouve vraiment que c'est un film qui vulgarise vraiment bien quelque chose qui est vraiment compliqué à comprendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails. Puis même le film t'évite certains ronds-coins pour retourner un peu les coins secs. Ça a du sens comme phrase, ça? On va dire. Mais dans le fond, c'est ça. J'aime vraiment j'apprécie vraiment le. Tu sais, pour une fois, on écoute un film, tu as l'impression d'apprendre quelque chose, mais tu remets en doute quand même toute l'économie après. Puis tu dis, tabarnak, on est manipulé en esti, là. Excuse-moi de sacrer de main, mais c'est ça pareil. À quel point que les hauts dirigeants ou ceux qui travaillent dans Wall Street ont un contrôle total de l'argent, puis ils peuvent. Dès qu'il y en a un qui trouve de quoi, là, ça devient vorace. Là. C'est des raptors après un bout de steak. Là. C'est très, très, très. C'est très hypocrite comme milieu, puis c'est très. Immoral. C'est des vautours, là. Définitivement des vautours. Tu résumes très bien. Le film, pour moi, c'est une découverte aussi. Je vais juste finir une chose, puis je te laisse y aller. J'ai beaucoup aimé. Écoute, moi aussi, je m'attendais pas à grand chose de ce film-là. Je me sais plus dans quel contexte je l'ai écouté. Ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti. J'ai vraiment un blanc. Je me rappelle vraiment pas quand je l'ai écouté. Je pense que c'est avec mes parents. J'étais à peu près sûr, mais il fallait que je revérifie. Mais bref, je l'ai écouté comme ça, sans grande attente. Le casting m'intéressait, vu que c'est un casting quand même 5 étoiles. Puis c'est un film historique. Comme je dis, j'adore les films historiques. Donc déjà là, ça m'accrochait. Et j'ai adoré le film. Je l'ai écouté récemment et je l'aime autant. C'est vraiment percutant comme film. C'est troublant. On se remet en question sur comment fonctionne notre société, comment fonctionne l'économie. On était chanceux au Canada et au Québec de ne pas être trop touchés par cette crise-là, mais il y en a beaucoup. À la fin, ils font le bilan de ce qui est arrivé et des millions de personnes ont perdu leur job. C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Mais le film il est bon pour montrer ça. Il montre vraiment l'envers du décor avec des personnages qui sont chacun emblématiques parce qu'il montre chacun des facettes de l'économie. Et aussi, il montre l'économie d'une façon que tout le monde peut comprendre. On va reparler dans la zone spoiler. Faut quand même sauver le cerveau. Là. Faut pas le laisser à off. Là. Non, c'est un film qui t'écoutes pas ça quand t'es fatigué. Là. Non. Parce que tu vas te perdre, t'arriveras pas à suivre le film. Là. Faut t'écouter ça comme après souper. Non, exactement. Moi, je l'écoutais vers 9h, puis c'était correct. J'étais pas fatigué, puis quand je l'ai fini, là, je commençais à être fatigué, donc c'était correct. Mais c'est pas un film d'écoute quand t'es fatigué parce qu'il y a beaucoup de choses à noter. Ce genre de film, ça a l'air bizarre à dire, là, mais tu vas comprendre ma comparaison. Mettons, tu tournes les postes, puis il joue à TVA, puis là, tu sais comme pas quoi écouter, tu le laisses aller, puis finalement, t'es complètement absorbé, puis tu vas l'écouter jusqu'à la fin. C'est ce genre de film-là, honnêtement. Non, ouais, je suis bien d'accord. J'avais le même effet quand j'ai vu ce film-là. C'est un très bon film. Le casting est excellent. Je vais en parler plus d'un côté spoiler, mais c'est un film à voir absolument. Il date un peu, comme j'ai dit, mais reste que, comme j'ai dit aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vieux films. Il y a 3 ans. Hein. Ouais, mais... Le 3/4 de nos films qu'on a critiqués dans le podcast datent de cette année ou l'année passée. Ouais, on fait ça pour vous autres. Hein. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis le plus vieux qu'on a critiqué, c'est Back to the Future. Là. True. Ouais. Puis ça, c'est un classique, là, tu sais. Ah ouais, puis... Mais je voulais qu'on fasse d'autres films comme ça que je veux qu'on fasse. On va en faire. Moi, j'en ai parlé à Max. Je veux qu'on en fasse de plus en plus des films comme ça de temps en temps. De reprendre des classiques à travers les années qui valent la peine d'être parlés. Ouais, pas nécessairement des films comme. Tu sais, ce film-là, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi, là. Non, c'est ça.
Je veux aussi faire découvrir le cinéma du monde qui ne connaissent pas, faire découvrir des perles. Il n'y a pas juste Iron Man dans la vie. Là. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas juste The Rock. C'est triste à dire. Là, mais... Ouais, parce qu'il fait des films aux 3 mois maintenant. Fait que si tu as un film de Rock, t'attends 3 mois puis t'as un nouveau film de lui. Plus sa série à TV aussi que je suis plus en plus intéressé à écouter, même si j'aime pas le football. Juste parce qu'il y a The Rock dedans, j'ai le goût de l'écouter. On est vendu. Voilà. Donc là-dessus, on va aller du côté spoiler pour en parler plus en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est du côté spoiler et on va parler plus en détail du film, de ce qu'on a aimé et ce qu'on a adoré du film, ce qui nous a marqué. Car c'est un film qui est sans conteste un excellent film. On est d'accord là-dessus, toi puis moi. Absolument. C'est un film aussi, comme je dis, assez lourd à écouter. C'est pas, comme on l'a dit, un film léger et que t'écoutes pas ça n'importe quand. Et parce que le film il est lourd. Puis ça vient de chercher, ça me faisait penser quand j'ai écouté c'est un peu au film L'Entrepreneur, c'est ça? Le film du gars qui a créé McDonald's avec Michael Keaton, le fondateur. Ouais. Le fondateur. Quand j'ai fini le film Le Fondateur, je me sentais lourd. Je me suis assis puis j'étais comme, je me sens mal. Pourquoi l'humain est comme ça? Parce que si vous connaissez pas l'histoire d'origine de McDonald's, écoutez ce film-là, vous allez comprendre. Mais pour ceux qui ne s'attendent pas à écouter le film, je vous dis ça brièvement. C'est un gars, un vendeur, qui était plus ou moins doué dans la vente, qui est tombé par hasard sur les frères McDonald's, qui venaient de créer leur fast-food McDonald's, et qui en avait juste un. Et ça révolutionnait à l'époque le genre, puis ça n'existait pas. Et lui, quand il a vu ça, il a vu, OK, mais ça vaut de l'or, je peux faire de l'argent avec ça. Et il les a convaincus de faire des franchises. Mais avec le temps, il est venu de plus en plus avare, et ça a vraiment dégénéré. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que c'est l'argent qui est rentré en ligne de compte, au détriment de l'amitié, les rapports humains. Et je trouve ça dommage. Et ce film-là, c'est un peu ce concept-là. On met beaucoup en force que l'argent, c'est la chose la plus importante. Il n'y a rien en haut de l'argent. Et je trouve ça un peu lourd. Je sais pas si tu partages un peu ce... Absolument. J'ai pas d'autre chose à rajouter. Non, je le dis. Ben, c'est là que tu réalises que l'être humain, on peut être vraiment dégueulasse. Là. Ah, écoute, le film nous montre vraiment des envers des décors... C'est ça le pauvre monde. Hein? Nous, on regarde ça avec dégoût, mais ce monde-là sont tellement plongés là-dedans tous les jours que c'est naturel. Moi, je me rappelle d'une scène qui me montrait à tel point que je trouvais que l'économie s'est déconnectée. Pendant le film, on suit tout le temps deux jeunes dès le début qui, eux, essaient de percer à Wall Street. Puis au début, ils disent pas combien ils ont. Puis à un moment donné, ils vont voir une grosse compagnie de banque, puis ils leur disent on aimerait ça arriver dans le cours des grands, parce qu'en économie, t'as les normales, eux qui peuvent pas faire beaucoup d'argent. Puis si tu vas dans le cours des grands, faut que tu sois approuvé par un grand. Sinon, tu pourras pas les faire tu pourras pas faire des milliards. Tu vas être limité dans les millions. C'est quand même beaucoup les millions, on s'entend là? Donne-moi 1 million, je te jure, je suis le gars le plus heureux de la planète. Ouais, c'est ça, moi aussi. Mais dans ce monde-là, 1 million, c'est des cacahuètes, là, tu mets ça en poubelle. Là. Puis les jeunes, ils arrivent à un moment donné, ils vont voir le gars, puis ils disent votre projet est très intéressant, les gars, mais vous faites juste 30 millions, hein? Nous aussi, c'est pas en bas de je pense qu'il dit genre comme un truc comme 800 millions. Là, t'es comme, quoi? Vraiment, hein? Eux sont comme full fiers, ils ont commencé ça le soir de leur front dans leur salon. Ils sont rendus à 30 millions après genre 2 ans. Puis c'est des peanuts quand ils arrivent à Wall Street. Là, je capotais, là. J'étais comme 30 millions, je fais ma vie avec ça, c'est fini, là. Je sais même pas ce que je ferais avec ça. Ouais, écoute, je ferais des folies, c'est sûr, mais 30 millions, c'est énorme, là. Puis ce film-là, tout le long, montre ça. Et aussi, comme on a dit, il vulgarise le film. Et entre autres, il y a une scène proche du début qui met en... C'est la seule scène qu'on voit Margot Robbie, faut préciser. Dans un bain. Je sais pas si ça tente d'expliquer la scène. Ben, en fait, tu vas peut-être être mieux que moi pour donner les explications qu'elle donne dans le bain, parce que ça me revient à moitié. Oui. Mais dans un bain avec des mousses, puis il y a vraiment genre Ryan Gosling qui dit ben pour que vous compreniez ce qui se passe, on a mis Margot Robbie dans un bain avec des bulles, avec une petite coupe de champagne, qui va vous expliquer exactement qu'est-ce que c'est. Juste pour te mettre en contexte dans le film, genre. Juste pour que tu comprennes ce que tu vas voir. Puis le contexte, c'est un concept d'économie qui, après le crash, a disparu, mais qui est revenu récemment, parce qu'à la fin du film, il parle que le concept est revenu, mais ils ont changé le nom pour que ça paraisse mieux. C'est un truc vu comme le monde dans le marketing. Et dans le fond, c'est des CDO, si ma mémoire est bonne. Et c'est un concept qu'on empile plusieurs actions, plusieurs valeurs qui valent pas grand-chose. Et vu qu'on les empile ensemble, ben, ils prennent une meilleure valeur. Vu qu'on prend, mettons, un tas de marde, on le met ensemble, ben, ça vaut plus que juste un tas de marde. Parce que t'as plein de tas de marde ensemble. Qui fait du sens. Oui, mais c'est un peu dégueulasse la valeur qu'ils montrent parce qu'ils disent t'as 3 catégories, t'as le A, le B puis le C. Puis ils disent tu prends un paquet de C puis un paquet de B, t'es mis ensemble, puis ça vaut du A.
Puis ils te vendent ça comme du Là, t'es comme, hein? Ce qui est intéressant du film, c'est qu'il t'explique comment que, dans le fond, ça a fonctionné, pourquoi il y a un crash, parce qu'on l'a pas vraiment résumé. Ouais. En fait, c'est qu'il y a des gros dirigeants de banque qui ont donné des prêts à tout le monde, même si ton crédit était moyen ou mauvais. Ou pas de crédit, là. Ou pas de crédit du tout, là. Puis on parle là, du monde qui gagnait, qui était vraiment en dessous des fois de la classe moyenne et qui se permettait des maisons qui étaient beaucoup trop luxueuses pour leur prix. Puis on voit quelques maisons là-dedans qui t'aident à imager ce que certains couples ont pu vivre. Puis il y a beaucoup de maisons qui sont délaissées à cause de la faillite. Et c'est ça justement le but, c'est qu'ils ont tellement prêté d'argent qu'à un moment donné, ils ont atteint un plafond que il n'y a personne qui est capable de rembourser. Fait que si le montant est tellement gonflé, ben, ça peut juste exploser. C'est une balloune, dans le fond. Là. C'est ça qui est intéressant parce que c'est ça que, dans le fond, Kristen Bell, Ryan Gosling, tout ça, vont se rendre compte puis pouvoir exploiter parce que, comment je pourrais dire ça? C'est que cet argent-là n'existe pas, mais existe en même temps, genre. Ouais. C'est compliqué à expliquer, là. C'est du crédit, c'est. Oui, c'est de l'argent imaginaire, en bout de ligne, là. C'est de l'argent, c'est de l'air, là, tu sais. C'est un chiffre. C'est un chiffre, voilà. C'est un chiffre, c'est littéralement ça. C'est assez terrible parce que tout le long du film, il nous montre comment ça a déraillé. Et j'aime aussi l'introduction du film qu'on voit Kristen Bell qui est dans son bureau. Puis là, il est bien relax, puis il engage un nouveau jeune. Puis là, il laisse aller, puis il commence à regarder les chiffres sur l'ordinateur. Puis là, il commence à regarder les papiers. Tu vois qu'il commence à. Il y a quelque chose, là. Il y a des clics, puis ça cogite, là. Il accélère, puis il commence à regarder, puis là, il fait non. Ça se peut pas, puis il se penche. Puis il prend son téléphone, il appelle son supérieur, puis il dit là, il y a une bulle, ça va exploser. Il fait de quoi tu parles? L'immobilier, c'est le truc le plus fiable au monde, là, ça peut pas péter. Non, tu comprends pas, là. Dans 2 ans, là, ça va tout péter, là. Les prêts vont arriver à échéance, tout le monde va devoir. Il y a personne qui le croit, là. Puis c'est fou parce qu'il y en a qui rient au visage parce qu'à un moment donné, au début du film, il réalise que personne ne les croit, fait qu'il dit ok, je vais nous sauver. Fait qu'il part, il fait le tour des banques, puis il dit je voudrais acheter des actions négatives, s'il vous plaît. Ils font hein, tu vas acheter des actions négatives? Il fait oui, je vais acheter des actions contre l'immobilier. Fait, tu sais que ça sera jamais rentable, l'immobilier c'est le plus fiable. Puis il regarde genre avec des gros sourires comme si c'était con, tu sais. Puis il fait non, je veux prendre 1 milliard, s'il vous plaît, d'actions négatives. Puis là, les gens là, ils font comme. Ils se regardent, font ah, mais il est cave, on va prendre son argent, c'est quand même de l'argent, on va le prendre. Ouais. C'est qui rit à la fin, hein? Ah, c'est ça. Moi, je trouve ça assez effrayant. Puis le bout que je préfère du film, c'est quand on suit Steve Carell, que lui, il se fait comme un personnage qui. Lui, il représente un peu nous. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, c'est un homme d'affaires qui travaille dans le Wall Street, puis il comprend ce qu'il voit. Mais genre, il est tellement humain que c'est ce qui nous permet d'être. Tu sais, il est complètement choqué, là. Il est fâché, puis il est complètement déboussolé par ce qu'il entend, puis par ce qu'il voit. Il remarque encore le capitalisme vraiment crasse, puis de l'autre côté, il voit aussi tout ce que ça va apporter, toute la dégringolade. Crime, c'est grave, là, ce qui se passe, là. Ah non, il y a des familles qui vont être ruinées, puis encore aujourd'hui, je suis sûr qu'ils sont encore ruinées par rapport à ça. Les millions d'emplois ont été perdus. Puis ça, Steve Carell, c'est le plus humain parce qu'il nous montre la perspective vraiment. Ses émotions sont à vif. Puis il fait une enquête le long du film pour comprendre. Parce qu'au début, il croit pas ça, la bulle. Fait qu'il décide de faire sa propre enquête. Il va aller voir les gens. Parce qu'il doute, là. Ouais, il doute. Parce qu'il dit ça se peut pas. Fait que là, au début, il va voir une femme qui vend des maisons. Puis il montre cette maison est à vendre, celle-là est à vendre. Puis elle montre un quartier vide. C'est toutes des grosses maisons, mais les quartiers vides. Il y a genre une personne dans le quartier. Puis il dit celle-là, je l'ai vendue 400 000. Puis après, je l'ai vendue 500 000. Puis la semaine passée, je l'ai vendue 600 000. Puis elle, ben, je l'ai vendue 3 fois. Puis là, tu sais, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a le monde qui sont pas capables de payer. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, il dit, ok, mais je voudrais voir vos vendeurs. Fait que là, ils vont dans un bar. Moi, j'aime bien cette scène-là. Ils vont dans un bar, puis ils voient 2 vendeurs, des jeunes de toi puis moi de mon âge. Ils sont des jeunes entrepreneurs. Puis ils ont commencé à en vendre, puis ils ont réalisé que c'est le métier le plus rentable parce qu'ils faisaient beaucoup de commissions. Puis il dit, vous donnez des prêts à n'importe qui? Il fait, ben oui, si tu as besoin d'un prêt, je peux te l'avoir. Les banques, ils regardent pas ça. Ils demandent juste que je mette ton nom, ton numéro d'assurance sociale. T'as pas besoin d'avoir de crédit. Ah ouais, c'est super facile. Ouais. Il dit, ouais, même s'ils n'ont pas de salaire, non, ils demandent même pas le salaire. Il dit, dans le film, il dit littéralement ça, il demande même pas le salaire. C'est pas de même, ça, hein? Écoute, là, moi, j'étais aberré, puis tu regardes, il met sa main sur son front, puis il est comme, ok, mais ils viennent-ils d'avouer leur crime? Puis non, là, son ami dit non, ils ont pas avoué leur crime, ils viennent juste de se vanter, là. Moi, ils savent pas que c'est un crime, là. Tu sais, les autres sont là, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire, puis je trouve ça aberrant. Puis encore une fois, avec son enquête à lui, puis après on switch sur d'autres personnages. Un peu plus loin, il va voir Ryan Gosling qui propose le deal pour parier contre l'économie. Il est encore sceptique, il dit je vais te présenter un gars, lui, sa job est assez particulière, là, mais quand tu vas y parler, tu vas comprendre pourquoi ça marche pas. Il fait ok, fait qu'il va dans un restaurant genre asiatique, puis il parle avec un homme d'affaires qui est asiatique, puis il dit toi c'est quoi ta job? Il dit moi je gère
l'argent, je gère les crédits. Je veux dire ça simplement, moi, je gère les crédits. Fait qu'il gère de l'argent qui n'existe pas. Puis il dit, il explique comment ça marche. Puis à ce moment-là, il y a une autre scène qu'on voit Selena Gomez, entre autres, qui explique, puis je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, parce que ça montre vraiment l'ampleur du problème. Elle joue Blackjack avec un professeur qui existe pas. C'est un vrai professeur qui, lui, a expliqué pourquoi ça marchait pas. Et il explique que, dans le fond, quand il joue Blackjack, il met une mise. Je mets, mettons, 20$ contre le croupier. Fait que là, en arrière de moi, il y a un couple qui me regarde et fait hey, c'est Selena Gomez, moi je l'aime, moi je parie 100$ qu'avoir réussi à avoir son 20$. Fait que l'autre fait ok, je suis d'accord, je prends le pari. Puis les deux autres derrière, puis là, il y a des paris qui font sur des paris, qui font sur des paris, qui font sur des paris. Il fait comme c'est un château de cartes. C'est un château de cartes, c'est ça. Et là, il fait comme ok, mais il dit, puis là, il regarde le gars, puis il dit, je te donne un chiffre, dis-moi ça va à quelle ampleur. Il fait ok, 50 millions. Il fait 50 millions, oh, on a pour 1 milliard de valeur. Quoi? 1 milliard de valeur? Là, comme, quoi? Puis là, le film arrête là, il y a une pause, puis ça dit, c'est ce moment-là qu'il a réalisé tout allait éclater, genre. Puis, parce que moi, c'est Steve Carell, je pense que c'est mon personnage préféré du film, parce que là-dedans, il est tellement comme, ben, ça n'a pas de sens. Puis, je le trouvais tellement bon. Mais là, on a beaucoup focusé dessus, mais on va essayer de switcher un peu ses autres personnages. Comme on a dit, Ryan Gosling, c'est le narrateur du film. Ouais. Je sais pas si tu veux plus en parler que moi. Ben, en fait, c'est lui qui va te compter, qui va t'aider à vulgariser le film, en fait. Et qui va t'expliquer en échelon, et que les personnages vont comprendre ce qui se passe avec la bulle du Wall Street. Et dans le fond, on va accélérer un peu le processus, on va aller dans la twist de fin. Dans le fond, écoute, je pense que tu vas l'expliquer mieux que moi, la twist de fin. Ben, la twist de fin, dans le fond, l'économie s'est crashée de 1. Oui, mais qu'est-ce que Ryan Gosling fait à Steve Carell? Qui fait à Steve Carell, ben, les deux font de l'argent, mais lui en fait de l'argent sur lui, c'est ça ce que je me rappelle. De mémoire, il me semble qu'à la fin. Il fait un deal, puis en bout de ligne, il l'a crossé. Là. Ouais, il l'a crossé. Il a profité de lui pendant que lui, il enquêtait. Là. Ouais, c'est ça. Puis il a dit, tu sais, on est à Wall Street, c'est normal des choses comme ça que ça arrive. Il dit, t'as fait de l'argent, j'ai fait de l'argent. C'est ça, dans le fond, c'est là que tu vois que c'est des vautours. Là, ben oui, parce que tout le long, il l'aide à comprendre que ça marche pas. Puis à la fin, il dit, ben, j'ai fait de l'argent aussi sur toi. Je veux dire, j'ai profité de toi pour faire de l'argent. Puis tu peux-tu en vouloir quelque part? Tu dis. Tout le monde que tu vois dans ce film-là sont tous comme ça quasiment. Là. Il y a juste Steve Carell qui est pas de même. Là. Ouais, puis même encore. C'est un gars de Wall Street pareil. Puis, ouais, puis il prend des actions. Lui aussi, à un moment donné, il fait ok, ben, si tout le monde crash, je suis pas assez capable pour le laisser crasher. Je vais mettre de l'argent là-dedans aussi. Puis il le fait. Puis ouais, Ryan Gosling là-dedans, il est assez méchant. C'est un des. Je dirais, c'est un méchant sans être light. C'est juste un gars qui comprend l'économie. Ouais, puis il fait sa job, tu sais. C'est ça, il fait littéralement sa job. Ouais, c'est ça. Mais il est haïssant parce que tout le long du film, il te fait croire que c'est quasiment le héros. Puis qu'il est le narrateur, qui t'explique, puis tu sais, qui te montre à quel point que c'est triste, puis tout ça, puis à la fin, c'est là que tu réalises que c'est lui le vautour, là, tu sais. Ouais, c'est terrible. Il reste Brad Pitt à parler, qui est le moins présent dans le film. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, mais vas-y. Moi, j'ai aimé son personnage parce que c'était comme le moins. C'est le plus calme. Autant les trois autres ont chacun des émotions assez présentes, même si Christian Bale, il reste assez neutre, mais il y a quand même quelques émotions. Brad Pitt, il est plus nuancé. C'est le plus reculé de la. Ouais, c'est le plus reculé parce que dès qu'il est introduit, il dit lui-même que lui, il a réalisé que l'économie c'est de la merde, puis il veut pas participer à Wall Street, puis il s'est retiré de ça, mais que quand il monte les dossiers, il réalise que ça va péter. Puis il dit, bon, rendu là, on va faire de l'argent avec ça. Fait qu'il aide les deux jeunes à faire de l'argent. Puis à la fin, il dit, bravo, vous êtes rendu riche, vous avez parié contre l'économie américaine. Puis il fait, non, il dit, arrêtez de vous réjouir. Arrêtez de vous réjouir parce que vous venez de parier contre l'économie américaine. Puis les deux se regardent, ils font comme, fuck, c'est vrai, on vient de faire ça. En même temps, ils sont multimilliardaires aujourd'hui. Ah, c'est sûr, mais il reste que c'est assez terrible. Mais j'ai aimé son personnage parce qu'il était très réaliste, très théâtraire. Parce que tout le long, il est pas là pour faire de l'argent, lui. Il est juste là pour. Il aide les deux jeunes parce que les deux jeunes veulent réaliser leur rêve. Fait que je vais vous aider à réaliser votre rêve. Moi, je m'en fous. Moi, je veux dire, j'aime pas ça, tu sais. Puis j'ai aimé ce personnage-là. Puis souvent, Brad Pitt, un truc que je reproche à Brad Pitt, c'est qu'à chaque fois qu'il est dans un film, il prend toute la place. Ouais, là, il est plus effacé. Là. Puis là, il a accepté d'être plus effacé, ce qui m'a surpris pour ce film-là, quand il aurait pu tellement être plus présent, mais ils l'ont laissé plus effacé parce que dans tous les films quasiment qu'il fait, tu le vois en premier plan. Là. C'est un peu comme Johnny Depp. Là. Tu le vois pas comme secondaire. Là. C'est rare qu'il fait des rôles secondaires, Johnny Depp, parce qu'il prend trop de place. Puis Brad Pitt, c'est un temps de même parce qu'il est tellement charismatique. Mais c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont mis barbu, cheveux longs. Ouais. Qu'il soit dur à juste. De faire comme, ah, c'est Brad Pitt. Ouais, pour qu'on soit capable de le détacher un peu. Je pense que c'est. Ouais, t'as pas tort. Puis je pense qu'on peut aller à la fin du film comme. Ben, vas-y. Il y a une morale à la fin du film parce que tu dis le film va forcément finir bien, c'est un film, tu sais. Non. Non, parce que ça dit, et là, il y a eu le crash boursier, le gouvernement a embarqué, ils ont mis des sanctions sur les banques, ils ont mis des nouvelles normes, il n'y a plus jamais eu ce problème-là. Ils font, non.
C'est pas ça qui est arrivé. Les banques ont recommencé à donner des prêts. On est retourné à la case départ. On est retourné à la case départ. C'est un cycle. Écoute, c'est terrible. Puis à la fin du film, ça dit que depuis, je pense que c'est depuis 2015, depuis la sortie du film, ils ont remis le concept qui avait été effacé, qui a fait créer la crise. Puis là, ça recommence à gonfler. Fait que théoriquement, dans quelques années, il pourra y avoir une autre crise. C'est terrible. C'est le gouvernement puis les citoyens qui ont payé pour régler ça. Ils sont au courant, là. Ouais, puis il y en a des millions d'emplois qui ont été perdus, des millions, des milliards d'argent qui a disparu. Trump il est là pour monter tout ça. Ah ben oui, Make America Great Again, là. Ouais. Parce que c'est assez terrible comme film, mais même si on vous a dessiné un portrait assez sombre, ça vaut vraiment le détour comme film à écouter. Faut avoir... Tu sais, on vous dit souvent, là, mettez votre cerveau à off, profitez du film. Ouais. Là, vous avez besoin de vous concentrer parce que c'est un film que tu vas reculer pour des fois pour mieux comprendre. Ouais. Je suis content de pas avoir été le voir au cinéma parce que j'aurais peut-être pas tout saisi au départ. Je trouve que c'est un film qui était vraiment besoin de réfléchir. Non, exactement. Puis j'ai aimé ça, puis ça m'a permis de comprendre un peu mieux l'économie, autant américaine que la note, parce qu'elle est très similaire, la note la canadienne. Elle s'en approche. Là. Elle s'en rapproche. On n'est pas aussi cave pour certaines choses. Là. L'immobilier, on n'a pas embarqué trop, on n'a pas été trop touché. Contrairement en Europe, il y a plusieurs pays qui ont été dans la marde. Je ne connais pas assez pour pouvoir me prononcer, mais... Ben, j'avais lu un article sur ce film-là, à l'époque, quand je l'avais écouté, il y a 3 ans, et il disait qu'au Canada, on était un des pays les moins touchés pour cette crise-là, parce que nos banquiers ont été intelligents et ils n'ont pas trop investi dans l'immobilier américain, contrairement à des pays comme la France ou le Royaume-Uni qui avaient investi ici, même la Chine ou le Japon, et qu'eux ont été beaucoup plus touchés que nous que pour cette crise-là, parce qu'on était plus frileux à prêter de l'argent aux États-Unis que d'autres pays. Même si on est leurs alliés les plus près, on a été wise là-dessus. Et je trouve ça vraiment bien. Mais ça reste un excellent film. Donc on va aller, je pense, avec notre note. Ouais, vas-y en premier. Moi, c'est un film que je trouve qui est excellent, comme je l'ai mentionné. Je le répéterai peut-être pas assez. Mais il mérite une excellente note. J'ai hésité longtemps entre 4.5 et 4. C'est dur à dire, mais j'irais avec un 4 sur 5, je pense, amplement mérité pour ce film-là. Certains pourraient donner 4.5, je serais pas surpris que tu en donnes 4.5, mais je pense que je vais aller avec un 4, je trouve ça raisonnable comme note. Le film vaut le détour, un casting 5 étoiles, tous des acteurs qu'on aime voir, l'histoire est prenante, et pas détournée de la réalité, c'est basé sur une histoire vraie, mais qui est vraiment travaillée pour c'est divertissant. Ou aussi, c'est divertissant, c'est pas lourd, tu sais. Et donc, moi, je lui donne 4 sur 5 pour toutes ces raisons-là. Et toi, Max? Ben, ma note est semblable à la tienne. Je donne un 4 sur 5 aussi. Je trouve que c'est la meilleure note qu'on peut donner parce que c'est un film qui est pas non plus un chef-d'œuvre. C'est pas un film qui va me marquer les mémoires collectives, on va se le dire. Non. Mais je considère que c'est un film qui te divertit en te faisant réfléchir. On en voit peu maintenant. Ça faisait du bien aussi à ce moment-là que je l'ai vu, que c'était un film qui se détachait un peu de tous les gros blockbusters. Ça faisait du bien d'avoir des personnages réels, avec des réelles émotions, et de nous arriver avec des enjeux qui sont quand même relativement grands, puis à quel point que c'est pas moralisateur. C'est juste, ça t'explique qu'est-ce qui se passe, puis à quel point qu'on est naïf en quelque part. Puis c'est rare des films, puis je te dirais c'est quasiment un film d'auteur, ce film-là. Malgré tout, malgré son gros budget, c'est un film que je recommande chaudement, mais comme je vous dis souvent, je le répète pour une dernière fois, il faut avoir le cerveau à on pour écouter ce film-là, c'est super important. Exactement, je dis la même chose. Donc c'est déjà tout. Vous pouvez me suivre comme d'habitude, moi, Mathieu Prévost, sur Facebook. Puis suivre Max Taillon sur Facebook et Twitter. Aussi, un petit message de la fin. Je ne sais pas si on le mentionnerait là, mais on va prendre des plus grosses vacances que prévu. Je vais y aller. Vas-y. Dans le fond, je me fais opérer le 17 décembre et malheureusement, j'ai besoin d'un mois de convalescence, alors je vais avoir besoin de repos. On sait qu'il y a Spider-Man et Aquaman qui vont sortir dans le mois de décembre. Puis ça nous fait un peu chier de ne pas pouvoir les critiquer. On voulait être up-to-date pour ça. Mais on se promet qu'au mois de janvier, là, s'il faut, on fera un épisode double uniquement sur une des critiques, mais ça va être fait au mois de janvier. Malheureusement, j'ai pas le choix d'avoir du repos. Et Mathieu comprend ça. Alors, c'est à peu près un mois. On va aller à 5 semaines, mais ça devrait être 4 semaines. Et si on sait notre planning, théoriquement, on devrait être filmé à partir de janvier. Là. Ouais, c'est ça. Le dernier épisode devrait être le 14 décembre. Dans ces alentours-là. En principe, on aurait dû faire un top 10. Un top 10, ça va aller de mi-janvier. Et en principe, de toute façon, on prenait quand même 2 semaines de vacances pour les fêtes, la semaine de Noël puis la semaine du jour de l'an. Mais on va revenir après sans faute. Et pour ce qui est du problème de iTunes, ça s'en vient, je suis en train de régler ça. Il y a un problème d'iTunes? Ouais, actuellement, iTunes, malgré que Balado Québec soit installé, il ne publie pas nos épisodes. Puis on m'a écrit tout à l'heure par rapport à ça. Faut que je vérifie. Mais on est sur Google Play. On est sur Google Play. Spotify. RZO. RZO, DJ Pod. Même si c'est plus de nouveaux épisodes. DJ Pod, non, on n'est plus.
Ah, ça a tout disparu? Ouais, parce qu'on me paye plus. Écoutez, c'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. On est sur Balado Québec, on est sur YouTube, on est sur Facebook, Twitter, on est sur le canal cinéma, on est aussi sur le 101.9 CHI à Châteauguay le samedi soir dès 20h. Je dois mentionner une petite. Faut que je l'avoue, j'ai oublié d'envoyer l'épisode la semaine passée, donc on est en décalé de 3 épisodes maintenant. Mais ça va être utile vu qu'on prend une pause de 4 semaines, donc... c'est pour ça que je faisais ça. Ah, c'est ça, exactement, c'est tout calculé. Tu vois, moi, j'avais tout pensé, là. On avait tout prévu. Voilà, moi, j'étais un génie, là. Écoute, c'est tout pensé. Non, c'est mon erreur, j'avais fait le montage, j'avais écrit le courriel, j'avais mis les fichiers, j'ai oublié de faire envoyer. J'ai réalisé le soir même que j'ai oublié de l'envoyer, fait qu'il était trop tard, fait que j'étais comme, tu me niaises. Oh, wow. Mais c'est moi, je suis quelqu'un d'assez distrait, fait que c'est de ma faute. Tout ça pour dire que, voilà, l'émission est terminée. Ouais. On vous dit restez à l'écoute. Et voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.